Aujourd'hui, j'accueille Floriane, notamment autrice de poésie. Alors on explore comment la contrainte stimule la créativité. Et justement, on parle de ces multiples couches d'infinité dans le fond, la forme ou le propos qui nous permettent de pleinement l'explorer. On discute aussi de défis personnels, d'interdépendance des systèmes, de relations entre marketing et art et de l'impact des langues dans les écrits. Je vous souhaite une très bonne écoute et je me dis après coup que j'aurais dû faire cette intro en alexandrin. À très vite. Moi c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach ICF et j'ai créé Ose écrire, un accompagnement pour celles et ceux qui veulent enfin accomplir leur rêve d'écrire un livre. Ce podcast a la même intention. C'est ton rendez-vous inspiration, discipline et passage à l'action. Et si ça te parle, abonne-toi, mets 5 étoiles et partage autour de toi. Parce que plus il y a de gens qui osent, plus d'autres oseront à leur tour. Allez, c'est parti et bonne écoute. Petit message avant de vous laisser avec l'échange que j'ai pu avoir avec Floriane. Je suis sincèrement désolé, mais j'ai eu un problème de micro que j'ai remarqué qu'à la fin. Donc, vous m'entendrez un petit peu moins bien que d'habitude. J'ai préféré garder cet échange spontané parce qu'il est vraiment très précieux et très inspirant. Donc, je vous prie de m'excuser pour cette gêne. Ça sera corrigé, mais sincèrement, concentrez-vous sur ce que dit Floriane parce que c'est hyper inspirant. Tu sais que je suis trop content de t'accueillir parce que Juliette m'avait mis l'eau à la bouche avec la poésie et je Elle est trouve trop que gentille, Juliette. ouais, et ça va être trop intéressant de t'entendre parler de poésie parce que ça me fascine vraiment au sens où j'ai presque l'impression parfois que c'est un des genres qui permet le plus d'être créatif alors que à première vue on se dirait que c'est blindé de règles, tu vois. Et alors en plus, tu me parlais de la forme, du fait de l'écrire, même qu'il y ait différentes manières de l'écrire, tu vois, dans l'espace presque. Et puis après, tu me parlais de la déclamer aussi. Tu sais, j'ai presque envie de te demander par quel bout tu as envie de commencer, tu vois. J'avoue que moi j'ai plus commencé par le côté très classique en lisant, donc en lisant des classiques et en lisant vraiment des choses très carrées, très formelles, un peu comme ce qu'on apprend à l'école, tu vois. Victor Hugo, Aragon, des trucs avec des rimes, des trucs avec le même nombre de pieds. Et j'adorais. Et c'est au fur et à mesure des années et de ma propre pratique que j'ai un peu plus éclaté les choses, que j'ai découvert qu'en fait on pouvait la déclamer aussi à haute voix sur des scènes, avec Apollinaire, bon bah les calligrammes. Donc à la fois il y a toujours ce côté un peu classique, j'aime bien les rimes et tout, et en même temps petit à petit plus éclater les choses. C'est hyper chouette. Et tu dis du coup là, tu découvres la poésie quelque part avec le côté classique. Je pense que c'est le cas de beaucoup parce que finalement à l'école t'as pas trop le choix, tu vois. Il y a des moments où on te demande d'apprendre de la poésie. Comment tu t'accroches à ce genre particulier et puis parfois qui est un peu regardé avec un œil en mode ouais c'est un truc un peu de vieux, tu vois. Je le dis avec Oui, ça sans sous-entendu, mais c'est un peu tu vois l'image qu'on peut en bien avoir sûr. parfois. Ouais, je comprends tout à fait. Mais j'avoue qu'en fait, j'arrive dans la poésie sans trop de préjugés. Je pense que j'avais un petit côté un peu scolaire où moi j'aimais bien l'école et j'aimais bien les cours de français. Donc, Hmm. quand on m'a donné des premiers poèmes à lire, moi j'avais pas ce côté un peu rebelle, un peu revêche. Enfin, j'arrivais vraiment sans préjugés. Et aussi, j'ai beaucoup découvert la poésie en dehors de l'école. Enfin, c'était à travers l'école, mais en dehors, parce que je lisais beaucoup le magazine Virgule, qui était étiqueté, je crois qu'il existe toujours, le magazine de littérature pour les 10-15 ans. Et donc, à la base, moi, j'étais pas abonnée, c'était le CDI de mon collège qui recevait le nouveau numéro chaque mois. Et à chaque fois, il y avait un gros dossier sur un auteur. Et je me souviens très bien du dossier sur Victor Hugo. Et au fur et à mesure du dossier, où en fait, ils expliquaient la vie de Victor Hugo, il y avait plein d'extraits de poésie. Et j'étais là, mais c'est trop beau, c'est trop bien. Et je lisais, je relisais. Et en fait, je me rendais compte qu'assez facilement, je retenais. J'avais cette chance-là d'avoir cette facilité de... Je sais pas, pour moi, c'était comme des chansons. Je le lisais quelques fois et je le retenais tout seul. Et puis, je me suis mise à en lire beaucoup plus. Je me suis mise à lire Racine. Alors, je comprenais pas du tout tout. Mais juste les vers qui roulent comme ça, les alexandrins en 12 pieds avec la rime à chaque fois, je sais pas, c'était facile, il y avait une fascination du langage, ça roule comme une rivière, quoi, ça continue, ça avance, et je trouvais ça trop trop bien. Et du coup, bah, j'ai continué à lire plein de poètes, de poétesses, les très classiques, parce qu'en fait, les livres étaient déjà chez moi.
parce que c'est comme c'était des livres qui avaient été étudiés à l'école par ma mère ou ma tante, bah j'avais les versions scolaires de Rimbaud, de Baudelaire, de Victor Hugo, et du coup bah, j'ai lu ça en premier et j'ai adoré. Et c'est après que j'ai commencé à lire plus du contemporain et des choses un peu plus éclatées dans la plume. Et donc là, j'entends donc big up au CDI du coup qui était abonné à Virgule parce que c'est des tout petits détails, mais en vérité, ça permet de mettre sur le chemin de Ah, l'écriture et de la c'est poésie. clairement. Comment tu t'en mets à en écrire après avoir tout découvert comme ça? Bah tout de suite en fait. Sur le moment, Ok. déjà à ce moment-là, j'aime beaucoup écrire. Il y a vraiment ce côté imitation. En fait, je termine un livre, je termine un recueil. Je me dis, ah, c'est trop bien. Je veux faire pareil. Et je me mets à écrire des petits poèmes. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que justement, ma première joie de publication, c'était que l'un de mes poèmes avait été publié dans le magazine Virgule quand j'avais 12 ans et demi. C'est marrant, j'ai retrouvé le magazine Incroyable. et c'est précisé, tu sais, l'âge où c'est important de dire que t'as 12 ans et demi. Quand même, t'es grand. Et je me souviens qu'en plus à ce moment-là, après du coup, je me suis abonnée au magazine. J'ai demandé à mes parents, mais à ce moment-là, j'étais pas encore abonnée, donc je le lisais vraiment au CDI. Et donc je l'ai vu au CDI à une récréation. J'ai été regarder le nouveau numéro, j'ai ouvert la page et tous les mois il y avait une page avec quelques poèmes envoyés par des lecteurs, des lectrices. Et là, il y avait mon poème. Je me souviens même pas de l'avoir envoyé. J'ai dû demander un timbre et une enveloppe à mes parents et j'ai dû envoyer le poème à l'adresse indiquée en bas de la page et du coup un jour dans une récréation voilà j'ai ouvert et c'était là j'étais trop contente et du coup j'étais un peu en train de crier dans tout le CDI à tout le monde. J'ai été voir la documentaliste en mode ah il y a mon poème. Voilà Putain, c'était la c'est petite anecdote. incroyable. C'est incroyable. Tu te rappelles sur le thème de ce poème ou ce que ça Ouais racontait? il était pas terrible en fait mais ça s'appelait La Tempête et en fait c'était juste Ok. un truc d'orage genre le vent hurle sa rage aveuglée, l'herbe siffle et danse follement, les arbres résistent désespérés, un truc comme ça. Bon, en plus, il n'y a même pas le bon nombre de pieds parce que je connaissais pas les règles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai écrit de manière, enfin, je mettais quand même des rimes à peu près, mais je connaissais pas les règles de est-ce que c'est une rime riche ou une rime pauvre. Hmm. Je voyais à peu près qu'il fallait qu'il y ait à peu près le même nombre de syllabes dans chaque vers pour que ça sonne bien, mais en fait, je savais pas les règles pour compter. Comme quoi, bah, si t'as un mot qui commence par une consonne, bah, le mot d'avant, s'il finit par un E, en fait, il faut prononcer le E. Par exemple, c'était l'herbe siffle et danse follement. Et moi, je connaissais pas la Hmm. règle, et donc dans ma tête, je disais l'herbe siffle et danse follement. Et mais c'est pas grave, en fait. Du coup, finalement, rétrospectivement, c'est pas des hyper bons poèmes parce que c'est un peu bancal. Mais mais voilà, j'ai appris au fur et à mesure, et sur le coup, ça m'a pas empêché d'en écrire, d'en lire et d'adorer. C'est un bel exemple d'instinct créatif. Finalement, qu'importe la règle, vas-y, moi j'en fais quelque chose. Et Ouais. et, et ouais, putain, c'est fou d'avoir de c'est un bel accomplissement pour quelqu'un qui lisait le magazine en plus d'avoir tu l'as toujours ou pas le Ah ouais. magazine ouais, ah, tu m'étonnes. Oui, j'avais gardé. Je me demande si mes parents n'en avaient pas recommandé un ou deux exemplaires pour en avoir plusieurs. Donc moi, j'ai mon exemplaire que je garde précisément dans une petite boîte. Mes parents doivent avoir un exemplaire. Et il y a peut-être un exemplaire dans un carton au grenier, au cas où il y en a un qui s'abîme quelque part pour en avoir toujours un. Putain, ouais, moi, j'aurais fait comme toi. Je pense que j'aurais fini par l'encadrer, tu vois. Ouais, Tellement. c'était le trésor. Mais j'ai toujours une petite boîte comme ça où voilà deux trois concours d'écriture que j'avais fait au collège où j'avais Hmm. gagné, un premier salon du livre où j'avais le petit badge, une revue où j'ai eu un poème publié. Enfin, j'ai une petite boîte où je garde pas forcément mes livres que moi j'ai publiés après avec des vraies maisons d'édition, des vrais contrats et tout, mais ces petites joies de quand j'étais plus jeune et voilà, c'est gardé précieusement. C'est incroyable parce que tu vois, je dis assez souvent, alors à tous les auteurs, à qui veulent l'entendre, j'ai envie de dire, tu vois, que c'est hyper important de prendre le temps de se féliciter, tu vois, même des petites victoires. Et quelque part, tu as une boîte à petites victoires, et alors même à grandes victoires quand on parle de publication ou de salon du livre. Et c'est top, c'est trop cool, c'est trop cool. Ouais, je trouve ça Et super important parce que c'est dur quand même d'écrire et d'arriver à être publié et même quand les gens de l'extérieur ils ont l'impression que t'as réussi parce que t'es publié, en fait en secret il y a toujours des choses qui marchent pas, un manuscrit qui est hmm, refusé, un salon du livre
où on t'a dit que t'allais probablement être invité, puis en fait t'es pas invité. Enfin, il y a toujours des trucs où tu peux te remettre en question. Et donc garder les petites victoires, ça fait du bien en fait de se rassurer un peu, de se dire non mais c'est bon là, tu pédales pas dans le vide, continue. Ouais, c'est clair. Puis c'est effectivement ça, c'est quelque part, euh, on, on a cette sensation qu'il y a un but final. Et alors pour certains c'est être publié, pour d'autres terminer un manuscrit. Chacun trouvera son intention là où il le veut. Et en fait, quand on arrive là, on se rend compte que ce qu'on retient le plus, c'est quelque part tout ce qu'on a vécu pour arriver là-bas, et puis qu'en fait c'est pas fini après. Et on a un milliard de possibilités qui s'ouvrent à nous. C'est ça qui est magique aussi Ouais. en écriture. Hein. C'est fou. De toute Euh, façon, et ça continue tout alors, le temps. bah bah ouais, carrément. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, toi, tu te mets très tôt à l'écriture, notamment de la poésie. Comment ça se déroule, je dirais, après la suite, tu vois, collège, lycée, après, comment tu continues ta pratique? Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que ça décroche? Est-ce que ça décroche pas? Ouais, comment ça évolue? Bah, c'est assez marrant parce qu'en fait, je me mets assez vite à la poésie parce que c'est le premier truc. Enfin, j'adore lire. Dès que je sais lire, je lis des livres, hein, enfin des histoires pour enfants, quoi, un peu plus classiques. Mais dès 10, 12 ans, je tombe en amour de la poésie et j'en écris instinctivement. Et après, ça s'arrête un peu. Et pourtant, je continue d'écrire parce que je participe à des concours d'écriture qui sont recommandés par mes professeurs de français au collège notamment, puis au prix du jeune écrivain quand je suis au lycée. Et j'ai toujours ce truc où je dis que plus tard je vais devenir écrivain, mais sans que je le décide vraiment consciemment, j'arrête un peu d'écrire de la poésie. Et en y réfléchissant maintenant, je pense que c'est parce que autour de moi, je me rendais compte qu'en fait, les auteurs vivants qui étaient publiés, c'était pas trop des poètes, c'était des gens qui écrivaient des romans ou Hmm. des nouvelles. Et donc instinctivement, j'ai dû me mettre plutôt à écrire des romans et des nouvelles que je terminais pas toujours pour les romans. Voilà, c'était, j'avais pas encore le souffle et tout. Je pense que je termine un premier manuscrit de roman à 19, 20 ans parce que c'était juste après mes 2 années de prépa. Je fais une prépa littéraire. Je me dis comme ça, j'apprends plein de trucs en littérature et tout. Hmm. Après, j'ai continué mes études en anglais parce que je voulais pouvoir lire en anglais. Euh, et je me perds dans ce que je dis. Mais voilà, en gros, je continue d'écrire beaucoup en me disant je veux devenir écrivain, je veux être publié et tout. Mais j'écris plus trop de poésie et ça revient quand je suis en première année de master parce que je me rends compte qu'il y a la grande Rupicourt qui est peut-être la poétesse ou l'insta-poétesse la plus connue sur Instagram. Je crois qu'elle a genre 4 millions d'abonnés maintenant. Wow. Et je vois qu'il y a cette fille qui publie des poèmes sur Instagram. Je me dis, mais mon Dieu, mais quelle bonne idée. Euh, et du coup, ça me réouvre la porte, j'ai l'impression, comme quoi il y a vraiment une chaîne, en fait, où on s'inscrit toujours dans les pas de quelqu'un d'autre. Et je me dis, mais trop bien, en fait, on peut écrire de la poésie maintenant, aujourd'hui, en étant vivant. Et donc là, et comme de toute façon, à ce moment-là, je reçois beaucoup de lettres de refus pour mes romans, quand je vois par la poste. Je me dis, bah, trop bien, en fait, je vais ouvrir mon compte Instagram, je vais mettre mes poèmes dessus, je vais me remettre à écrire de la poésie, et comme ça, j'aurai deux manières d'écrire et de communiquer. J'aurai mes romans où j'espère qu'un jour quelqu'un voudra bien les publier, et la poésie où là j'ai pas d'espoir d'édition. Vraiment, je me dis juste c'est mon truc, c'est moi qui décide quand je les publie, quand je les poste. Et puis bah il y a des gens qui peut-être pourront les lire et ça se passera bien. Et du coup, je me remets à écrire de la poésie comme ça. Et dès que je m'y remets, je me dis en fait c'est trop bien. Je comprends même pas pourquoi j'ai arrêté un jour dans ma vie. Et donc là, depuis, j'ai plus arrêté. Depuis ce 21, 20, 22 ans, je viens d'avoir 30 ans là, donc ça fait ouais 7-8 ans que j'écris de la poésie et que je réfléchis toujours à des nouveaux formats parce qu'il y a eu ce truc d'Instagram qui m'a poussé à réfléchir à bon bah comment on fait pour que ça soit joli aussi. Donc je mettais des fonds colorés. C'est comme ça que j'ai plus réécrit des calligrammes, donc c'est des poèmes qui forment des dessins parce que bah ça fait bien sur Instagram. Je me disais puis c'est hyper pour des gens qui sont pas très à l'aise, tu vois, parce qu'effectivement c'est un peu ça a cette réputation d'être un peu difficile et poussiéreux comme genre. Comment Mhm. est-ce qu'on donne envie aux gens, comment est-ce qu'on les rassure en mode mais non, mais c'est pour toi aussi. Bah le fait que le poème apparaisse et forme un dessin, tout de suite il y a un côté plus ludique, on va dire. Le fait qu'on déclame aussi, j'ai eu la chance de pouvoir lire un poème sur la scène du Poetry Club à Paris il y a quelques mois. Et en fait, j'adore aussi ce format, ouais, qui est très, en fait, c'est comme si t'allais au spectacle et on te raconte une histoire. C'est juste que bon bah c'est une histoire en poésie.
Mais donc voilà, j'adore continuer à explorer tous ces moyens de diffuser la poésie. Même si par ailleurs, bah entre-temps, j'ai aussi une maison d'édition qui a bien voulu me publier, donc j'ai aussi publié un recueil. Ouais, on en reparlera juste après, mais là, il faut que je te dise que ça bouillonne créativement dans ma tête avec ton partage, parce qu'en fait, euh, en fait là, ce qui me vient, c'est que j'ai cette sensation du coup que presque tu peux tout faire en fait, parce que ça dépasse le cadre du mot. Euh, je sais pas, un peu basiquement, tu vois, le roman c'est bon une suite de mots sur une suite de pages, tu vois, et tu perds presque ce côté parfois musical que tu peux avoir dans les phrases, même si évidemment certains auteurs, je me rappelle d'une interview de Damasio par exemple où il parle de ça, de la musicalité, je sais pas, Flaubert qui disait ses textes à haute voix, enfin bref, évidemment c'est un travail que les auteurs font, mais tu vois même dans la forme, tu vois, tu parles des calligrammes, des couleurs, etc. Et en fait je me dis putain mais en fait c'est infini et tu vois dans ma tête je suis en train de me dire attends mais tu sais tu peux mettre le doigt dans un engrenage qui t'envoie absolument partout. Comment tu fais toi pour gérer cet espace créatif qui s'ouvre à toi? Bah, j'avoue que c'est trop bien. Souvent, je bouillonne aussi. Surtout que il y a périodiquement des moments où je me dis, bah, j'ai un peu fait le tour, ou en tout cas, je vois pas quel nouveau format je pourrais vraiment utiliser. Et d'un coup, il suffit qu'il y ait un poème très spécifique où j'ai une idée très précise. Je me dis, ah mais si, en fait, là, ça va commencer avec des alexandrins. Et puis au milieu du poème, ça va être n'importe quoi, des vers complètement libres. Puis après, ça va refinir en Hmm. alexandrin. Et en fait, il va y avoir exactement un format miroir, genre 5 quatrains d'alexandrin, puis au milieu un peu n'importe quoi des vers libres, puis 5 quatrains d'alexandrin. Et je me dis, et ça va marcher trop bien pour ce poème-là, ce sujet-là. Et en fait, oui, c'est infini parce que chaque poème peut être extrêmement différent. Et en plus, on a l'impression que éventuellement il y a ce côté, soit c'est des vers très carrés qui riment, qui ont le même nombre de pieds, soit c'est des vers libres. Mais en fait, on peut carrément mixer les deux Ouais, d'une strophe à l'autre. Et du coup, c'est pour ça que c'est infini parce qu'il y a vraiment plein. Et les calligrammes aussi. À chaque fois que je finis un calligramme, je me dis, mais c'est fini, j'en ferai plus jamais. Là, vraiment, j'ai épuisé c'est toutes les formes. Et après, j'ai une nouvelle idée de calligramme. Je me dis, ah, ça c'est trop bien, mais c'est sûr que c'est le dernier. J'aurai jamais de meilleure idée après. Et ça revient régulièrement. Donc j'espère que ça va continuer toujours. Je me dis, la petite boîte magique revient quand même régulièrement. Peut-être qu'un jour vraiment, ça sera vide et il y aura plus d'inspiration. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a ce truc infini où ça continue. Et en termes de format aussi, puisque je me disais, bah, j'ai un peu fait le tour une fois qu'il y a le côté déclamer les poèmes à voix haute, le côté visuel, comment faire pour que ça soit joli sur Instagram, et le côté faire un recueil qui soit aussi joli. C'est vrai qu'on pourra en reparler, mais dans le recueil, par exemple, on pouvait pas garder les couleurs. Donc, on a retravaillé Hmm. certains calligrammes pour compenser la perte de couleurs. Et en fait, il y a des formes qui ont changé et que je trouve encore mieux maintenant. Mais voilà, je me disais, on a un peu fait le tour de tous les formats. Et là, en fait, j'aimerais bien lancer un mail club de poésie. J'ai découvert ces derniers mois que il y avait les anglophones qui avaient un peu ce principe de mail club où tu as un abonnement. Et en fait, chaque mois, tu reçois par la poste un petit courrier avec une petite carte. Alors, il y en a beaucoup qui sont autour de l'illustration, mais il y en a quelques-uns qui sont autour de l'écriture. Tu peux recevoir un roman, mais chapitre par chapitre, chaque mois, t'as un chapitre. Et donc, je me dis, ah, mais c'est trop bien pour des poèmes, en fait. Chaque mois, tu reçois un poème. Ça permet en plus d'avoir des poèmes un peu plus longs, qui ne marchent pas très bien sur Instagram, parce que quand tu as 10 slides de poèmes, on sait très bien que, voilà, en général, les poèmes un peu plus courts marchent mieux. Surtout avec l'algorithme qui bouge un peu tout le temps, on sait jamais trop ce qui va marcher ou pas. Et bah là, en fait, il y a ce côté où tu peux prendre ton temps pour lire un poème un peu plus long, que tu as vraiment en format papier. Donc c'est trop bien. Et je me dis, ah, mais quelle géniale nouvelle idée, tellement de chance d'avoir vu que d'autres gens faisaient ça. Et encore une fois, tu suis l'idée d'autres gens. Et donc là, je commence un peu à me rassurer en me disant, mais quand tu penses que tu auras épuisé toutes les idées, il y aura toujours un nouveau truc. Parce que le monde est hyper créatif. Et donc ça, les idées Hmm. circulent comme ça et il y aura toujours un nouveau format à explorer. Et ça, c'est trop bien. Ça me fait Ouais. bouillonner. La créativité, c'est terriblement contagieux en vérité. Et c'est ça qui est magique dans la transmission entre tout le monde, quoi. Ça s'arrête jamais. Et comme tu dis, il y a toujours ce côté, on est la somme de toutes les inspirations qui nous viennent, de tout ce qu'on voit.
Et à la fin, c'est ça qui donne nous-mêmes ce qui inspirera probablement plein d'autres. Et c'est pour ça que je trouve que dans la créativité, il y a aussi tu vois, le partage et donc la manière dont tu transmets ce que tu fais devient aussi quelque chose qui est intéressant et devient un axe de créativité. Ça rejoint ce que tu disais en disant, tu vois, le mail club par exemple, c'est une manière de partager sa créativité. Et en fait, il y en a tellement et tu peux après à peu près tout imaginer. Et quand tu combines quelque part cette infinité à la fois dans les mots, dans la forme et dans la manière de transmettre, tu te retrouves avec des couches d'infinité qui sont presque, tu vois, ça a un côté presque grisant, je trouve. Moi, en tout cas, ça me fait toujours un peu cet effet. Je me dis, euh, en fait, j'aurais jamais assez de même 18 vies pour explorer tout ce que j'ai envie d'explorer, quoi. Ouais. Et ça fait trop plaisir de savoir qu'il y en aura toujours Mm. d'autres et que voilà, t'auras jamais épuisé le truc. Mais c'est pour ça que des espaces comme ton podcast aussi, c'est absolument génial et j'étais trop contente quand j'ai vu ton message parce que je pense qu'effectivement, on s'inspire aussi beaucoup en entendant les autres parler de leur processus, de leurs idées, de leurs blocages, de comment ils ont débloqué des trucs. Moi, j'adore écouter les interviews d'auteurs et tout, donc j'étais Mm. trop contente de voir ce que tu faisais. Bah, c'est trop cool. Et on va pouvoir parler de ton recueil. Alors attends, j'ai noté le nom. Tant qu'il restera des corps à étreindre, c'est ça? Ouais. Ouais, Il est joli en plus. ouais, on a Euh, trop de la chance. j'ai plusieurs questions parce que c'est. Alors, j'ai envie de commencer par juste une précision. Est-ce que tu peux rappeler je dirais, sans faire un cours, tu vois, de poésie, mais ce que c'est, tu vois, typiquement, notamment là, ce qui m'est venu comme question, c'est la différence, par exemple, entre les syllabes et les pieds, et vers libre, vers construit. Ouais, déjà par ça, et après j'ai d'autres questions. Je vais te harceler de questions. Euh, En gros, souvent, les syllabes et les pieds, c'est à peu près pareil. La petite différence, c'est que si tu comptes juste les syllabes comme tu parlerais normalement, bah, des fois, tu dis pas les E à la fin des mots. Ok, Par exemple, si tu dis libellule, ça fait libellule, il y a 3 syllabes. Mais si jamais tu le mets dans un vers où le mot d'après commence par une consonne, t'es censé dire le E muet. Par exemple, libellule vol, bah, d'ailleurs je l'ai fait automatiquement, libellule le vol. Et du coup, finalement, le libellule, il a 4 pieds, alors qu'originellement, t'aurais pu te dire il a que 3 syllabes. Et du coup, c'est ok, purement ça, le nombre de pieds, si tu comptes comme ça, quand tu dis correctement les mots, ça fait combien? Et après, tu peux construire des vers qui sont du coup réguliers. Régulier, ça veut juste dire que chaque vers a le même nombre de pieds. Et après, ça peut être n'importe quoi comme nombre de pieds. Il y a des grands classiques, c'est l'alexandrin 12 pieds. Tout Racine est écrit en alexandrin, genre je demeurai longtemps errant dans ces arrêts, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Là, il y a ce côté, c'est ça ce côté que j'adore, c'est que bah, ça roule en mhm, fait. En même temps, il y a la ouais, contrainte. Ça peut paraître un peu barbare ou un peu dur parce que ouais, bah quand il y a un pied en trop ou qu'il manque un pied, bah tu t'énerves, tu te prends un peu la tête. Mais en même temps, quand t'arrives à tourner ça comme tu veux et que ça fait pile bien le nombre de pieds, moi je trouve que c'est comme quand t'as réussi à mettre la dernière pièce d'un puzzle. T'es là genre, tu mets et ça y est, c'est cadré, il y a tout qui va exactement à sa place et après ça roule tout seul, j'adore. Et mhm, donc après, bah, chacun ses préférences. Moi, c'est vrai que j'aime bien l'alexandrin, mais un vers que j'utilise beaucoup et que je trouve plus facile, bah, c'est la moitié d'un alexandrin. C'est juste les vers de 6 pieds, parce que mhm, bah, c'est un peu plus court. Je trouve que ça roule mieux et c'est plus facile à gérer du coup au niveau des rimes, comme c'est un peu plus court. Et moi, j'avoue que j'aime bien quand il y a des rimes. Pareil, il y a toutes les règles qu'on veut et on peut ne pas suivre les règles. Il peut y avoir le fameux schéma qu'on a appris à l'école A B A B, ouais, le schéma A A B B, le schéma A B B A, ou alors n'importe quoi. Moi, de plus en plus, j'aime bien écrire des poèmes qui sont assez longs, où c'est que des vers de 6 pieds, et de temps en temps, il y a des rimes sur des vers importants, mais pas à tous les vers. Et des fois, il y a des vers, ils riment avec rien, et c'est pas grave parce que justement, ça fait ressortir d'autant plus la rime qui tombe à un endroit, et là, je voulais que ça rime sur ce mot-là, et comme ça fait 2, 3 vers que t'avais pas de rime, bah alors celui-là, il claque. ouais, ouais, Et donc voilà, après on fait vraiment tout ce qu'on veut. Et vers libre, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de nombre de pieds. On s'en fiche du nombre de pieds en fait. C'est très dilué. Il peut y avoir un vers de 15 pieds et après un vers de 6 pieds.
et après un vers de 8 pieds, et ça roule comme ça, et donc c'est vers libre, au contraire de, bah, plus cadré, quoi. Je sais pas si c'est Hmm. clair ce que je dis, ça fait Si, beaucoup si, de règles, hein, je sais. non, en vrai, c'est hyper clair et c'est marrant parce que tu vois, moi, ça m'a toujours intéressé sans vraiment que j'aille mettre des mots sur ces règles-là. Et je ressens un peu ce que tu as dit quand tu mets la dernière pièce du puzzle, notamment, tu vois, quand t'as un alexandrin qui dépasse ou qui est pas tout à fait bon. Il y a aussi ce côté, tu vois, justement, dans la contrainte, la créativité, parce que le fait que tu sois contraint à devoir modifier un mot pour que ça tombe sur le bon nombre de pieds, quelque part, ça t'oblige à aller chercher dans des synonymes, dans des manières de tourner ta phrase différemment pour que ça roule justement. Et c'est très paradoxal et ça rejoint énormément le processus d'écriture, c'est que parfois un peu de cadre permet de contenir cette créativité dans une seule direction quoi, quelque part, et de la faire naître. Et donc ça, c'est hyper précieux comme partage. Euh, et et alors, moi, ce qui me vient avec ce que tu amènes, c'est, tu vois, je suis toujours, je partage beaucoup autour de l'intention qu'on met dans un livre, tu vois, qui est globalement, si je devais le résumer, tu vois, ce qu'on peut appeler parfois la promesse, c'est-à-dire qu'est-ce que ton livre raconte. Alors moi, je l'arrange en trois niveaux, tu vois, il y a l'intention personnelle qu'on a, donc ce qu'on veut faire avec ce livre, l'intention du roman, ce qu'on raconte avec le roman, je sais pas, ça pourrait être les thèmes, les mantras, tu vois, les grandes phrases avec lesquelles peut repartir le lecteur. Et puis après, l'intention du lectorat qu'on a envie de cibler. Et tout de suite, ce qui me vient quand je pense à un recueil de poésie, c'est ce côté, tu vois, déstructuré, ce côté, il y a plein de petits morceaux. Et je suis curieux de savoir, toi, comment tu construis un recueil, typiquement celui que tu viens de nous montrer. Est-ce que c'est une intention première, tu vois, de dire j'ai vraiment un message à faire passer et je vais du coup écrire autour de ce message-là, ou alors ça vient au fur et à mesure que tu construis les blocs. Bref, voilà, pour une question un peu longue, mais Ah ouais, c'est trop intéressant comme question parce que justement, ça a été pas un problème, mais ça a été une vraie question quand on a publié ce recueil-là avec mon éditrice, parce que justement, en fait, c'était des poèmes que moi j'avais écrits de manière individuelle, en les pensant morceau par morceau, de manière unique, pour les mettre sur Instagram. Et donc le jour où elle m'a dit, ok, on pourrait peut-être en faire un recueil, bah, il a fallu choisir les poèmes que je voulais et que ça fasse un tout cohérent. Et donc en fait, j'ai un peu regardé mes poèmes. Je sais pas, à la fin, on en a choisi 70 pour ce recueil-là. Et donc le jeu, c'était de regarder un peu et de voir quels échos il y avait entre quels poèmes, s'il y avait des thèmes qui revenaient, s'il y avait une espèce d'histoire qui pouvait se dessiner. Et à la fin, du coup, on a construit ce recueil en 4 chapitres qui étaient un peu thématiques, avec un premier chapitre sur beaucoup de poèmes qui étaient liés aux oiseaux, un peu à la dépression ou à la mélancolie, à la santé mentale et tout. Un chapitre qui était un petit peu plus le feu, le miel. Moi, j'aimais bien autour des couleurs, autour de quelque chose d'un peu plus fort, un peu plus d'espoir. Le troisième chapitre, plutôt autour de poèmes un peu féministes. Parce que en fait je me suis rendu compte que ce sujet revenait tout simplement. Ça pouvait être un poème sur les règles, par exemple, sur le fait que je me suis un peu moquée du fait que dans les pubs pour les protections hygiéniques, bah, le sang il est bleu et pas rouge. Et donc voilà, j'avais fait un poème sur le fait que, en plus, ça marchait bien sur Instagram parce que du coup j'avais mis plein de synonymes du mot rouge. J'avais mis cramoisi, j'avais fait des parallèles avec le chaperon rouge et tout, et les mots étaient en rouge dans le poème. Bon, on n'a pas pu garder ça, mais il y avait une réflexion là-dessus. Et le dernier chapitre, c'était autour de l'écriture justement, parce que bah, je m'en rendais même pas compte, mais ça c'était intéressant de voir mes poèmes et de me dire ah ben en fait j'écris beaucoup sur ça. Et donc en fait j'écrivais beaucoup sur l'écriture, sur la poésie, et donc ça nous a fait 4 chapitres comme ça qui faisaient un peu un voyage du premier au dernier et en même temps qui pouvait totalement se lire dans le désordre. Si quelqu'un se dit ah ben moi les poèmes féministes ça m'intéresse trop, il peut prendre le livre et juste lire que les poèmes féministes ou les lire en premier et puis revenir en arrière. hmm. Donc ouais, c'était une vraie question de comment on construit un tout à partir de morceaux qui n'étaient pas forcément destinés à aller ensemble. Mais en fait, le truc qui les fait tenir ensemble, c'est un peu moi, où je me rends compte que il y a quand même des thèmes qui reviennent, clairement. Hmm. Et j'ai l'impression que c'est peut-être, tu vois, la sensation que j'ai dans la différence de la poésie, c'est il y a ce côté, on peut prendre un poème tout seul, tu vois, et on peut le prendre au sein d'un chapitre et au sein d'un recueil. Et ça donne euh,
quelque part cette nouvelle infinité dans la lecture possible, tu vois. Euh, Ouais, ça j'aimais et beaucoup ouais, cette c'est fou. idée que ça faisait sens de lire genre un chapitre d'un coup un soir et en même temps que ça pouvait juste être. Moi j'adore cette idée que quelqu'un ait le recueil dans son sac et tu sais quand tu prends le métro, quand t'attends le bus, quand tu fais la queue pour un truc, tu lis juste un poème, t'as juste le temps pour un poème au lieu de scroller pendant 3 minutes, tu lis un poème. Et c'est pour ça aussi que je continue d'en mettre sur Instagram parce que je me dis bah quelqu'un scrolle et peut-être s'arrête en mode ok je vais lire le poème. J'aime bien cette idée que juste un morceau arrive à s'insinuer dans nos vies où on est toujours un peu occupé, tout va toujours vite, on dit tous qu'on n'a pas le temps de lire, mais même moi qui adore lire et qui lit quand même beaucoup, je suis toujours en train de dire oui mais j'ai pas le temps, et à la fin de la journée je me rends compte qu'en fait j'ai passé 2 heures sur Instagram, donc peut-être que j'avais le temps, et donc j'aime bien cette idée que le poème c'est un petit morceau qui vienne s'insinuer dans ta vie pour te trouver là où toi tu es à ce moment-là. Hmm. C'est, j'aime beaucoup ce côté de justement, les poèmes sont faits pour être lus à un moment très particulier dans sa vie, tu vois. Quelque part, parfois on peut les lire sans comprendre ou sans percuter, et puis les relire 3 ans après avec une situation de vie différente, et là ça percute beaucoup plus fort. C'est, il y a, il y a, il y a alors, tu vois, j'ai cette sens, voilà, ça laisse énormément de place au lecteur, la poésie, et aussi à l'interprétation. Euh, comment tu... Est-ce que toi, c'est quelque chose auquel tu penses quand tu écris de la poésie? Ce côté, je dois être mystérieuse, je dirais, ou pas forcément. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis curieux de voir Ouais, ouais. comment tu fonctionnes dans ce processus. Ben moi j'aime bien, j'avoue que j'y pense pas mal. Je travaille beaucoup sur le fait. J'aime bien à la fois que ça soit pas trop compliqué, dans le sens où j'aime pas. En plus j'ai fait beaucoup d'études littéraires, que ce soit ben, en classe prépa ou après en anglais, mais en fait c'était comme si je faisais du français. Enfin c'était genre t'étudies des poèmes, t'étudies des textes, tu fais des commentaires de textes. Donc, j'arrive avec un bagage où j'ai beaucoup travaillé la mécanique de comment tu décortiques un poème dans l'autre sens pour dire ah là la rime elle tombe là ça fait tel nombre de pieds, là la métaphore elle continue comme ça, donc en fait c'est sous-entendu que le poète a voulu dire ça. Donc j'ai toujours un peu ça derrière ma tête et en même temps je déteste la poésie où tu comprends pas, où tu comprends au bout de 5 lectures, après t'être bien chauffé la tête pendant 1 heure. En fait, les poèmes où tu comprends parce que t'as passé 1 heure à préparer ton commentaire de texte, moi ça me saoule vraiment. Je trouve ça très très snob et pas forcément nécessaire en plus. Et donc j'essaye toujours quand j'écris d'avoir cet équilibre entre on comprend de quoi ça parle et on peut profiter à la première lecture. Ce qui était d'ailleurs mon cas, moi, quand je lisais de la poésie, je comprenais pas tout. Je veux dire, je lisais Racine, je comprenais l'histoire d'amour, en fait, et je comprenais pas du tout tous les enjeux politiques. Mais j'adorais quand même, même sans tout comprendre. Et donc, j'ai envie d'offrir cette lecture-là, ou même si t'as pas tout compris tout de suite, franchement, t'as kiffé. Et en même temps, si tu relis, au bout de 2, 3 fois, tu vois quelques trucs que t'avais pas vu avant, tu te dis ah ouais c'est marrant quand même. Là la petite référence, c'est une petite métaphore. Par exemple, là je viens de finir un poème pour ma sœur en plus pour un truc perso, donc je pense qu'il sera pas publié. Mais je voulais faire une référence aux 3 petits cochons, mais ça marchait pas avec le nombre de pieds, donc en fait j'ai fait une référence au cochonnet, à un château de cartes, et plus loin dans le poème il y a une référence à un loup. Et en fait, la question, c'est se dire, est-ce que c'est assez clair et est-ce qu'à la première lecture, ça se sent, du coup, tu comprends, ah oui, le loup qui souffle sur la maison, les 3 petits cochons et tout. Ou est-ce qu'à la deuxième lecture, tu comprends? En tout cas, il faut comprendre assez vite, mais je me dis, ah, c'est peut-être des petits trucs où je travaille sur ça va. À la deuxième lecture, tu vas dire, ah, waouh, je vois toutes les références. Et donc, Hmm. voilà, j'essaye de travailler sur ce mélange-là un peu, ouais, de mystère où ça laisse aussi de la place à l'interprétation. Si t'as pas chopé cette référence-là aux 3 petits cochons, bah t'as quand même kiffé le poème. Mais en même temps, il peut y avoir des trucs que tu décortiques et tu te dis ah cool. C'est comme si tu voyais apparaître les couleurs, je sais pas comment dire, ouais, comme une photo où tu vois la photo, mais tu la laisses un peu plus longtemps. Je sais pas, en plus je me connais pas en photo, mais tu sais s'imprimer ou apparaître. Et là, tu vois les couleurs de plus en plus nettes et tu te dis ah cool. Hmm. C'est quoi ton curseur à toi, c'est pour savoir que c'est bien positionné entre la clarté et le mystère? C'est hyper dur à savoir. Enfin, souvent, ce que je fais, c'est Je, que je je- les laisse beaucoup.
reposer mes poèmes. Genre, j'écris des Hmm. premiers jets et des fois, j'y retouche plus pendant plusieurs mois et après, j'y reviens. Et quand j'ai mon regard neuf, là, je me dis, ok, on comprend rien. Enfin, genre, pourquoi t'as dit ça là? C'est totalement pas clair du tout. Et après, sinon, le truc qui peut bien marcher, c'est de faire relire à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le travail éditorial avec mon éditrice, par exemple, bah, ça m'a aidé à avoir du recul sur certains poèmes où elle me disait, mais là, pourquoi tu dis ça? C'est une référence à ça? Je dis, mais pas du tout. Mais du coup, si t'as pas compris la référence, bon, bah, c'est qu'elle est mal dite. Donc, soit on l'abandonne, soit je la Hmm. redis autrement. Mais ça aide vraiment beaucoup d'avoir quelqu'un d'autre qui te dit, là, moi, j'ai pensé à ça. Et des fois, je me dis, en fait, c'était pas fait exprès, mais trop bonne idée. Est-ce que je peux le développer autrement? Ou alors, bon, bah, on touche à rien, tant mieux. C'est ton interprétation, ça me va. Ou alors, genre vraiment, en fait, on comprend pas. Et moi, j'explique, et c'est ça, c'est marrant parce que quand tu t'aperçois que t'es en train d'expliquer à ton éditrice dans un commentaire hyper long ce que t'as voulu dire, bah c'est sûrement qu'il y a un problème parce que si tu dois l'expliquer pendant plus de 3 lignes, c'est qu'en fait c'était pas clair de base. Donc et ça, tu prends l'habitude au fur et à mesure de. Et c'est un peu le même travail finalement que j'ai sur en prose sur des romans ou des nouvelles, ce truc du ah non mais on comprend pas là. Donc c'est juste que ça rajoute en poésie, ça rajoute la couche de on comprend pas, mais j'ai mis ce mot-là pour ça parce qu'en fait ça rentre très bien dans le nombre de pieds. Et donc s'il faut changer de mot, c'est potentiellement plus compliqué que quand dans une phrase un peu plus en prose, bon tu peux changer de mot plus facilement. Et là t'es en mode oui, mais du coup celui-là il fait 3 pieds et celui-là il faisait que 2 pieds, donc ça peut arriver de rajouter une strophe entière par exemple juste pour pouvoir Hmm. bouger un mot parce que du coup c'est moins clair, enfin ça passe mieux, mais du coup c'est moins clair, donc faut réexpliquer avec une autre. Et donc des fois tu peux bouger c'est un peu un truc de domino je trouve. Donc, t'en as bougé un, bah du coup il va falloir en bouger 10 autres pour que ça retombe sur ses pieds à la fin. Mais c'est hyper Tu sais intéressant que créativement. c'est ce que j'étais en train de me dire depuis le début de notre échange, c'est que ça touche mon petit cœur d'ingénieur aussi, parce qu'il y a vraiment un côté très presque mathématique, tu vois, Oui, euh, c'est et vrai. c'est très très fascinant en fait dans la construction du coup. Mais c'est vrai qu'en plus c'est trop intéressant parce que j'arrête pas de dire oui ça roule. Et c'est vrai que j'aime bien ce truc quand ça roule, mais en fait Mm. j'ai l'image de l'engrenage en fait où ça Ouais. claque au bon endroit au bon moment et après ça entraîne tout le truc et ça. Donc ouais, il y a un peu ce truc de mécanique. Ah ouais, j'adore. Mais c'est ça, tu vois, c'est le je pense, alors tu vois, je le reconstruis un peu rétrospectivement, petit partage personnel. Moi, bon, je l'ai raconté un peu partout, mais le plus gros enjeu que j'avais quand je me suis remis vraiment à l'écriture, ben, ça commence à faire maintenant, c'était vraiment tu vois, le côté légitime, c'est-à-dire ne pas me sentir un ingénieur qui joue à écrire. Et je pense que, en fait, assez vite, je me suis mis à écrire. Alors, tu vois, c'est très précis, hein. C'était dans le premier univers de fantasy que je construisais. J'avais des dieux et j'aimais bien l'idée que ces dieux soient racontés par de la poésie parce que je trouvais que ça correspondait bien à tout le mystère qui peut entourer une cosmogonie, tu vois. Et du coup, assez naturellement, les premières choses que j'ai écrites sont bah, quelque part des alexandrins autour de ça. Et je pense, je l'explique maintenant, que c'était une manière de d'utiliser les seules compétences que j'estimais posséder, à savoir la rationalité de l'ingénieur, dans la construction littéraire, tu vois. Et comme une manière, tu vois, détournée de dire non mais je suis quand même un peu légitime non, à faire de l'écriture, tu vois. Mais voilà, ça c'est le petit truc qui me vient là dans notre échange et j'y avais jamais pensé avant. C'est marrant. Mais c'est trop intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que justement il y a des fois des gens qui se sentent encore moins légitimes à écrire de la poésie parce qu'ils se disent ah ben je connais pas les règles et tout. Mais j'avais pas pensé à l'inverse, mais en fait, ça fait totalement sens de se dire, ben justement, j'arrive à faire ça, donc c'est hyper légitime. Enfin, c'est très cadré. Enfin, le côté Mhm. rassurant aussi de se dire, bah voilà, c'est carré, ça suit Exactement, bien, donc c'est forcément, ça tient quoi. exactement. Et tu vois, on tombe derrière sur tous les enjeux que j'appelle de clarté d'identité, tu vois, de légitimité. Qu'est-ce que j'ai envie de m'autoriser à être dans le processus d'écriture? Et moi, une manière de combattre ça était le contrôle, tu vois. Le contrôle, donc les métriques, les règles, les machins, que je connaissais sans connaître, tu vois, parce que typiquement cette notion de pied, bon, j'avais compris que les E étaient bizarres, mais tu vois, j'avais pas mis la différence. Euh, et, euh, et c'était une manière pour moi de combler quelque part ce manque
de légitimité que bon après j'ai travaillé autrement, mais ça c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Est-ce que te concernant, ça a été quoi toi le plus peut-être l'enjeu le plus fort que tu as pu connaître dans les processus d'écriture alors que t'en as vécu plusieurs parce que tu as commencé assez jeune, mais ouais peut-être ou alors pas l'enjeu le plus fort mais celui qui t'a peut-être le plus marqué ou qui a été le plus challengeant. Je dirais que c'est un truc un peu, je pense que c'est assez récent. C'est l'année dernière en fait, et je suis même pas sûre d'en être totalement sortie. Je suis en train d'en sortir, mais l'an dernier, pour plein de raisons pro et perso, ça a été une année assez difficile pour moi. Et j'ai un peu fait un genre de burn-out. Et en fait, j'arrivais plus à écrire et j'arrivais plus à corriger. Et ça, c'était très frustrant parce qu'en plus, enfin déjà, j'avais plus le temps parce que j'avais bon, beaucoup d'autres choses à faire. Mais en plus de ça, le peu de temps que je prenais en me disant si c'est quasiment fini, il faut que je termine, il faut que je termine. Et je m'en suis rendu compte beaucoup plus sur la poésie parce que je voulais terminer un roman aussi. Et en fait, je me rendais pas compte que j'étais plus du tout efficace, quoi. Je me prenais la tête à passer des jours sur 3 pages pour rien changer, en me disant est-ce que là, le mot, il est bien? Et après, quand je l'ai envoyé à mon agente, en fait, elle m'a dit, mais le problème était beaucoup plus structurel. En fait, elle me parlait de l'ordre des chapitres, de la chronologie du roman. Et moi, j'étais là, en fait, je me suis pris la tête pendant tellement de temps sur un adjectif, c'était pas du tout ça le problème. Enfin, le fait de plus arriver à voir, à corriger et tout. Et je m'en suis rendu compte d'autant plus en poésie, euh, parce que justement, je perdais cette espèce de plasticité j'avais beaucoup de poèmes déjà décrits, je relisais en mode bon bah là ça marche pas ce vers là parce qu'il fait 13 pieds au lieu de 12 comme les autres et c'est tout. Et je pouvais pas corriger en fait. D'habitude je me dis bon bah j'ai une autre idée, bon bah je pourrais changer ce mot là il marcherait bien, ah mais du coup ça c'est moins clair, bah c'est pas grave, je rajoute une strophe, ah ou alors j'enlève carrément le vers et puis j'en mets un autre et en fait les deux vers du dessus je les fonds dans un seul vers. Enfin, tu bouges des trucs, tu vois, tu corriges, tu ratures, tu refais. J'ai voyé ça comme de la pâte à modeler et bah tu malaxes jusqu'à ce que ça fasse la forme que tu veux. Et en fait je me rendais sur le coup, je voyais bien que j'arrivais plus, donc j'étais hyper déprimée. J'avais l'impression vraiment que j'appuyais sur de la pâte à modeler déjà durcie et que ça voulait Mm. plus bouger. Et il a fallu bah quasiment un an là, que je m'arrête, que je change des choses dans ma vie, que je termine ma thèse. Ça m'a aidé, que je prenne pas un autre travail, enfin que j'arrête aussi l'enseignement parce que j'étais prof d'anglais avant, que je prenne vraiment du temps pour me reposer, vraiment, et pour pouvoir seulement au bout de plusieurs mois revenir sur ces manuscrits et petit à petit de voir que ça rebougeait et accepter que ça rebougeait doucement et que de nouveau j'avais une idée je me dis oh, ok je peux peut-être tenter ce mot-là, ah bah non finalement ça marche pas, parce que ça crée tel autre problème, bon bah c'est tout, j'ai plus d'idées, tant j'arrête, j'y reviens le lendemain et petit à petit vraiment c'est vraiment le travail que j'ai fait là cette dernière semaine, ces derniers mois pour finaliser ce qui deviendra mon deuxième recueil de poésie et j'espère qu'il pourra apparaître l'année prochaine. Mais c'était ce truc comme de réapprendre à faire du vélo en fait, petit à petit ça redevient mou et mon cerveau il recommence à avoir ce truc créatif d'avoir ouais de l'élasticité, des nouvelles idées, que ça bouge quoi, que je puisse bouger la langue et que je sois pas juste bloquée en mode bah oui ça marche pas, ça marche Mm. pas, je sais pas quoi faire, c'est tout. Et donc je pense que Mais c'est vraiment mon plus gros challenge là, c'était vraiment ça. Donc c'est encore tout chaud, je suis même pas sûre d'en être vraiment complètement sortie, j'ai encore des fois des petits trucs où je me dis ah est-ce que là tu bloques pas encore à nouveau, est-ce que ton cerveau a toute la capacité de créatif qu'il avait avant? Et mais en même temps bon c'est revenu assez pour que je finalise ce recueil et que je l'envoie à mon éditrice il y a mm. quelques semaines, donc j'espère que c'est en train de revenir complètement. Merci beaucoup pour ton partage. C'est très touchant. Et l'image qui m'est venue là quand je t'entendais raconter, c'était ouais quelque part tu vois cette machine qui accélère et qui est prête à exploser tu vois et on est toujours après focalisé sur le petit détail. Là tu parlais de l'adjectif que tu disais il faut absolument que je change. C'est toujours ça qui est assez intéressant dans les processus d'écriture. Et c'est pour ça que je te dis merci de partage parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ça, c'est-à-dire le petit détail qui nous fait tu vois regarder le boulon alors qu'il y a toute la machine derrière qui est en train de surchauffer tu vois et ce travail alors que j'entends le processus éditorial aussi l'œil extérieur t'a permis de voir que
ah mais en fait il y a une machine qui est en train de surchauffer. Et à ce moment-là, c'est ce processus de conscience, tu vois, de mettre de la conscience sur ces trucs-là, qui permet après de, ok, maintenant de quoi j'ai besoin pour retrouver mon processus, en acceptant qu'effectivement peut-être parfois ça passe par, ok, mais en fait il y a beaucoup de choses qui doivent changer autour, tu vois. Et quelque part, ce petit adjectif et le tout petit détail qui permet d'identifier le plus gros caillou dans la chaussure. Et je ne peux qu'encourager les gens à être euh, quelque part, pas forcément, on est toujours attentif, mais à pas à être ok avec parfois il y a des choses qui paraissent insignifiantes, mais c'est pas grave, on a le droit d'en parler, tu vois. Et parfois ces petits trucs d'adjectifs cachent effectivement des plus gros enjeux. C'est en tout cas merci encore une fois du partage. C'est trop cool que tu t'en sois sorti. Et là tu vois, tu disais j'ai parfois la sensation que, mais tu vois déjà ce quelque part cette conscience d'avoir ça maintenant. Pour moi, je trouve que c'est peut-être le point le plus important, tu vois. Quand tu as conscience des processus Ouais. avec lesquels tu fonctionnes, ça tout de suite ça roule. Tu vois, encore une fois, ça roule. On arrive à rouler quoi. Complètement. Ouais, c'est sûr que ça m'a fait prendre conscience de choses dont j'avais pas conscience avant quand ça m'était jamais arrivé. Et en même temps, c'était assez terrifiant, ce truc de, bah, là, j'y arrive pas. Et en même temps, de voir qu'avec du repos, du temps, ça finissait par revenir, c'était très intéressant aussi de se dire, ah ouais, bah, il y a quand même un truc où faut entretenir la créativité, c'est aussi parfois ne rien faire ou l'aborder autrement, demander l'avis de quelqu'un d'autre. Il y a plein de manières différentes ouais, de créer et il y a des moments où on crée pas pareil et où ouais, faut trouver d'autres solutions et c'est presque rassurant au final quand on commence à en sortir de se dire que il y a d'autres façons de faire aussi. Je pense que si un jour j'ai de nouveau un blocage, peut-être pour une autre raison, je me dirais bon ok, t'as déjà eu un blocage avant, t'as trouvé des solutions, peut-être que là il y a d'autres solutions. C'est aussi ouais, c'est un peu rassurant aussi finalement, même si sur le coup c'était pas rigolo du tout. Ouais, mais je comprends, mais tu as tout à fait raison. Tu vois, c'est les processus avec lesquels on fonctionne, les méthodes avec lesquelles on écrit, parce que en l'occurrence, je pense spécifiquement à l'écriture, c'est toujours mouvant. Tu vois, ça dépend toujours des contextes de vie dans lesquels on est, de ce qu'on rencontre, et, et, et quelque part, je trouve ça effectivement extrêmement rassurant de savoir que les choses peuvent changer. Tu vois, et que on n'est pas prisonnier des fonctionnements qu'on a pu avoir. Euh, et alors à toutes les étapes, tu vois, parce que moi en l'occurrence, tu vois, les gens que j'accompagne sont souvent des gens qui n'écrivent pas et qui se mettent à écrire. Et ça, c'est un premier changement, tu vois. Et après, il y a le côté, ok, j'écris, mais comment je fais pour l'étape d'après? Si j'arrête d'écrire, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et en fait, tu n'es plus l'identité que tu construis au travers du processus d'écriture. À la fin, n'est plus dépendante de l'acte en lui-même. Et c'est là que tu arrives à t'autoriser le lâcher prise, la pause, bref, tout plein de choses. Et en sachant que peut-être tu retrouveras un mode de fonctionnement qui sera différent après. Et je trouve ça génial de savoir que ce qu'on découvre n'est jamais le point final, tu vois. Alors c'est marrant parce qu'il y en a beaucoup qui voient ça. Et tiens, d'ailleurs, je serais curieux d'avoir toi ton avis sur ça, mais qui voient ça comme ah mais merde, c'est un jeu infini du coup. Il y a jamais de et tu vois. Et quelque part, putain, mais la seule finalité, c'est que c'est la mort, quoi. Et je fais, ouais, mais c'est justement ça qui est hyper excitant. Tu vois, c'est tu peux jouer toute ta vie. Je trouve ça trop bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pars un peu dans mes délires philosophiques, là. Moi aussi, je suis hyper d'accord avec toi et je le vois un peu à chaque livre. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui disent ça, que t'as beau avoir écrit plein de livres, t'as l'impression de recommencer un peu du début à chaque livre. Et moi, j'ai l'impression que c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je suis un peu rassurée quand même parce que Hmm. j'ai l'impression d'avoir appris quand même des livres d'avant. Mais c'est vrai que j'adore tenter des choses nouvelles. Donc oui, j'ai commencé à écrire un livre un peu plus jeunesse. Je n'avais jamais fait avant. Bon, bah, c'est différent. Et en fait, j'ai des problèmes qui sont nouveaux et qui demandent des réponses qui sont nouvelles. Et là, bah, le roman que j'arrivais pas à corriger, c'est un roman historique. Donc j'ai eu des problèmes que j'avais jamais eu avant, qui demandaient des réponses nouvelles. Et donc à chaque fois, je me dis, mais ça sera quand même plus facile peut-être qu'au bout de 20 bouquins différents, quand t'écris le 21e, t'as quand même certaines solutions qui sont, et même si c'est pas la solution que tu peux copier-coller, ça t'a appris à réfléchir autrement, te dire, OK, là, j'ai ça comme problème, j'ai trouvé ça comme solution, donc là, je pense que ça débloque quand même des Hmm. manières de réfléchir et d'appeler ta créativité pour trouver des nouvelles solutions à tes nouveaux problèmes, même si c'est pas toujours la même solution, quoi. Donc, non, moi, Exactement. j'adore, je trouve que ça fait partie du jeu. Euh, Ouais.
C'est ça qui est génial. Tu sais, tu deviens agile en fait avec la connaissance que tu as de toi-même. Et donc avec les enjeux que tu rencontres, tout de suite tu te dis ok en fait moi je fonctionne comme ça, je l'ai vu sur telle situation et donc voilà toutes les forces, tous les leviers que j'ai à ma disposition pour résoudre ce problème-là. Et c'est pour ça que c'est génial et qu'effectivement c'est toujours une perpétuelle découverte de soi-même, tu vois. C'est génial, Ouais. c'est génial. Et Mais c'est trop bien en parce tout que cas toi, tu dois le voir vraiment chez les gens que t'accompagnes. non, Enfin, mais tu dois les c'est voir débloquer des trucs, ça doit être génial. c'est en fait tu vois ce qui me fascine le plus c'est les gens dans le processus d'écriture se transforment, mais tu sais jamais ce que c'est la finalité, tu vois. Et les gens en ressortent toujours avec quelque chose qui n'a rien à voir avec l'écriture, et toujours avec ce sentiment que en fait ça a changé ma vie et bien au-delà de l'écriture. Et ce qui est parfois paradoxal, c'est que ça c'est impossible de le savoir avant. Mais tu peux pas au début du processus d'écriture dire je vais écrire et ça va changer ça dans ma vie. Alors tu le visualises quelque part parce que ça fait partie d'aussi d'identifier l'importance que porte le processus pour que tu puisses y retourner. Mais à la fin, la conclusion, c'est putain, il s'est passé un truc et je l'avais pas vu venir. Et ça, c'est extrêmement grisant, d'autant plus quand t'es toi extérieur au processus et que tout le travail que tu fais, c'est justement de permettre aux gens de cette transformation. Et à la fin, quand tu vois qu'elle est là, tu fais putain, mais en fait, je peux mourir maintenant, c'est incroyable quoi. Et à la fin, tu as ce sentiment de fierté, tu vois, de voir la personne être transformée qui est évidemment, tu vois, dans un processus de coaching, on dit toujours que le coach est décorrélé du résultat. Tu vois, tu es garant du processus, des questions, et quelque part, c'est la personne qui bouge. Et donc, plus que la fierté que tu peux ressentir par rapport à la personne que tu accompagnes, c'est de voir la fierté qu'elle a vis-à-vis d'elle-même, tu vois. C'est ça qui est le plus beau, en fait. Ouais. Ouais, ça doit Ah, être ça, je tellement pourrais, gratifiant. je pourrais en parler, des heures. Je pourrais faire un tunnel de 2 heures là-dessus, mais je vais revenir sur la conclusion du partage que tu as initialement fait, qui est du coup le deuxième recueil de poésie que tu termines. Euh, Est-ce que du coup celui-là, tu l'as construit un peu différemment par rapport au premier, tu vois, vis-à-vis de peut-être l'intention que tu avais, ou est-ce qu'aussi là, c'était plus un travail de, ok, j'ai toute cette matière et je cherche à l'assembler. Celui-là, le deuxième, je l'ai plutôt construit comme le premier, dans le sens où je savais qu'à la fin, sûrement, il serait publié en recueil, mais je me posais pas initialement la question du recueil, j'étais juste en mode, j'écris un poème, j'écris des poèmes, ça s'accumule, Ok. et quand j'en ai à peu près assez, pareil, je regarde mon ordinateur, est-ce que j'irai à peu près 70 poèmes, 60, 80, qui feraient sens ensemble, où je vois trois, quatre grosses thématiques qui émergent. Bon, bah, du coup, ça peut faire un recueil. Et j'ai eu ça assez rapidement. Donc, c'était un peu un processus similaire au premier recueil. En revanche, le troisième recueil que j'ai commencé, là, ça sera différent. Parce que du coup, là, il y a une Hmm. thématique initiale. Et bon, bah, je peux le dire vu que voilà, j'ai déjà balancé le truc d'avant, mais je vais faire une espèce j'avais envie de parler de mon burn-out, en fait. J'étais en train, ces derniers mois, d'émerger. Et je me disais, je vais oublier. J'ai pas envie d'oublier à quel point ça a été dur à certains moments et les choses qui m'ont fait du bien et qui ont été des petites prises sur la montagne de, ok, tu peux t'accrocher là, tu peux poser ton pied là 2 secondes, ça va aller, et puis après tu pourras remonter plus tard. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais je me suis dit, il faut que je parle de ça. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est hyper nombriliste, j'ai pas du tout envie de faire 70 poèmes sur moi qui vais mal. C'est pas possible. Je savais que j'allais pas réussir. Et à ce moment-là, c'était même avant les canicules et tout, mais je suis fascinée par les baleines et j'ai commencé à explorer plus le réchauffement climatique et l'importance des océans dans dans le réchauffement climatique ou dans le fait de le prévenir un petit peu. J'ai découvert que voilà les baleines avec le plancton qu'elles mangent etc. Ça fait un cercle qui fait qu'en fait ça crée l'oxygène, enfin une respiration sur deux, 50% de l'oxygène qu'on respire sur Terre vient de l'écosystème des planctons et des baleines et du plancton des baleines et tout. Donc j'ai été fascinée par ça et en fait là d'un coup ça s'est rencontré. Je me suis dit mais je vais faire un recueil qui parlera à la fois du burn-out et du réchauffement climatique et j'aimais bien cette idée de dans les deux cas, j'avais l'impression qu'il y a cette espèce de course vers l'abîme où on sait Hmm. vaguement que ça va pas pouvoir durer très longtemps. On
on brûle nos réserves d'énergie, mais on n'arrive pas à bifurquer. Pour une raison ou pour une autre, on est là genre non, mais juste encore un petit peu, je vais changer plus tard, je vais. Mais non, en fait, c'est maintenant jusqu'au point de non-retour, où voilà, qui a été qu'un matin, moi, j'ai craqué, j'ai pas pu me mettre au travail. Et bah, le réchauffement climatique, je sais pas si individuellement il y a des gens qui atteignent ce point-là où un jour ils se réveillent, ils se disent en fait, là, il faut faire quelque chose. Et il faudrait que nos gouvernements, à un moment, arrivent à ce point où ils disent ok, là, c'est bon, on bifurque, on change complètement nos manières de faire. Je trouvais que ça avait du sens de faire ces deux parallèles. Et donc là, ouais, j'ai commencé à écrire. J'ai une dizaine de poèmes pour l'instant. J'ai ce petit doute de me dire est-ce que je vais y arriver à tenir un recueil entier sur une thématique. Bon, deux thématiques, mais une thématique, quoi. Donc je vais voir si j'arrive à le finir et si ça marche. Mais c'est la première fois que ouais, là, je pars sur un recueil en me disant c'est ça la thématique et j'écris les poèmes en fonction de cette thématique. Et non pas, bon, bah, j'ai des poèmes et je vais faire un bouquet et je vais regarder les thématiques qui sont sorties toutes seules. C'est incroyable. Voilà. J'adore le comparatif que tu as fait entre les deux. C'est ça, je sais pas pourquoi, moi, toujours, c'est l'image de la machine qui surchauffe qui me revient. Et effectivement, ce C'est côté, vrai. ouais, putain, c'est très lié, effectivement. Le côté, j'ai la sensation qu'il y a un truc qui va pas, mais je peux encore faire un petit pas. Et est-ce que ce petit pas est déjà pas le petit pas de trop? Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et Ah, merci. Je suis tu contente gardes, que ça te parle parce que j'en ai pas parlé à beaucoup de gens et donc je me disais est-ce que c'est juste dans ta tête que ça fait sens et en fait ça n'a pas de sens pour de vrai ou donc bon, je suis contente de ton retour. non, non, au contraire, en vrai, je trouve que ça match très bien. Bon, il y a aussi que, alors, tu vois, c'est moi la connexion dans l'imaginaire que j'en fais. C'est des images qui, je trouve, se recoupent assez bien. Et, et euh, c'est assez fascinant. Euh, Là, je suis désolé, je suis parti dans toutes mes réflexions créatives. Je vais couper je te T'inquiète, reparle. c'est trop Je te intéressant, reparle. vas-y. Tu vois, il y a aussi ce côté, la différence que je peux percevoir entre les deux thématiques, peut-être, qui peut être, tu vois, qui tout de suite c'est le côté vis-à-vis de la planète. Il y a cette parfois cette dissonance entre je veux sauver la planète, quelque part la planète qui survivra quoi qu'il arrive sans nous et qui trouvera bien une manière de survivre à l'humanité. Et ce côté d'assumer quelque part qu'en fait ce qu'on a envie de sauver c'est nous, mais de reconnaître qu'aussi c'est en fait ça qu'il faut avoir aussi comme posture, puisque dans un burn-out très souvent il y a aussi ce côté se recentrer sur ses besoins soi-même, faire fi quelque part des, des obligations, des injonctions qu'on peut avoir tout autour. Et je trouve que quelque part ce côté aussi entre ce qui peut paraître égoïste mais qui l'est pas. Je sais pas, tu vois là, c'est tout ça. Je te balance des trucs comme ça. Je sais pas si ça fait écho ou pas, mais c'est ce qui me vient avec cette thématique. Mais que du coup, je trouve vraiment passionnant. Franchement, ces deux sujets, ouais, bravo, fonce. En vrai, c'est trop cool. Ouais, merci. Mais aussi, c'est trop intéressant ce que tu dis. Mais j'y réfléchis de plus en plus, justement, par rapport à la réflexion sur le réchauffement climatique, sur cette idée que, bien sûr, c'est aussi pour se sauver de nous-mêmes, parce que la planète en soi, devrait pouvoir survivre, quoique, je crois qu'au-delà de, si on arrive à 4, au-delà de 2 degrés de réchauffement, chaque dixième perdu ou gagné, c'est des écosystèmes entiers qui vont disparaître. Voilà. Donc, il y a quand même Et une partie du vivant qui va vraiment disparaître. Et je trouve qu'on a beaucoup cette idée, enfin, se sauver nous-mêmes, c'est aussi sauver les autres. Et sauver les autres, c'est sauver nous-mêmes. Et ouais, c'est ça qui est intéressant et qu'on oublie un peu. Enfin, je trouve que là, dans les discussions autour des canicules, il y avait beaucoup ce truc de faut climatiser, faut nous se refroidir. Et ce qui, bien sûr, c'est nécessaire en partie. Hein. Voilà, évidemment, il faut climatiser les hôpitaux, des endroits publics, etc. Mais il y a aussi ce truc de les animaux n'ont pas la clim, les champs n'ont pas la clim. mm, Et en fait, si nos récoltes brûlent toutes, ça sert à rien que nous on ait la clim chez nous si en fait on meurt de faim. Et ce truc mm, d'interdépendance qui est très logique en fait, qui est que dans la nature rien n'existe seul, tout est interdépendant. Et j'ai l'impression qu'on l'a mm. un peu oublié avec ce truc un peu ce mythe du self-made man, de ouais je me suis fait tout seul, mais personne se fait tout seul. Enfin, il y a des gens qui partent avec beaucoup moins de chance que d'autres et c'est vraiment bravo à eux et c'est génial. Mais en fait, si on regarde bien concrètement, ça n'existe pas de se faire tout seul. Il y a toujours un moment, un prof, un pote, une émission, un autre auteur, un autre, quelqu'un d'autre qui donne un conseil, qui donne une info,
ça n'existe pas d'exister tout seul, de survivre tout seul en fait. Juste on va tous au supermarché acheter notre nourriture, d'autres gens l'ont fait pousser. On a l'électricité, d'autres gens l'amènent chez nous. Il y a cette espèce de codépendance et en même temps, je sais peut-être un peu égoïste et en même temps, je trouve ça beau qu'on se rappelle que se sauver nous-mêmes ne passera que par le fait de sauver le reste du vivant et que sauver le reste du vivant, c'est se sauver nous-mêmes et enfin, je sais pas, peut-être que ça Ouais, peut nous j'adore, rappeler ouais, que j'adore. l'empathie est une Ouais. question de survie en fait, qu'il y a pas ce Mm. truc aussi de certains dirigeants, je trouve, qui sont un peu sur le côté la puissance individuelle et que être fort, c'est être fort tout seul. Alors Mm. qu'en fait, C'est écrasé. Mm. ouais, voilà. Alors qu'en fait, prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi. Mm. J'aime beaucoup effectivement, c'est très euh, dépendant quelque part de l'œil avec lequel tu regardes. Tu pourrais dire oui, la planète effectivement va survivre toute seule, mais qu'est-ce que tu mets derrière le mot planète? Est-ce que c'est l'astre en lui-même ou est-ce que c'est les écosystèmes? Est-ce que c'est tout le fonctionnement qu'on lui connaît aujourd'hui? Et effectivement, tout ça en fonction de là où tu mets le curseur devient différent à interpréter. Et c'est vraiment très cool. Et j'aime beaucoup effectivement le partage que tu fais autour de le chemin n'est pavé que de rencontres. D'ailleurs, le partage que tu as fait sur ton parcours avec ne serait-ce que le magazine, le CDI, les profs qui t'indiquent des Oui, concours, le compte d'Insta sur la poésie, le travail édito, enfin bref, en fait, tout ça n'est qu'une preuve que effectivement, sans les autres, en fait, il se passe rien. En fait, si tu es tout seul dans ton exactement. coin, il ne se passe rien. Et c'est assez fascinant. C'est un super thématique. Tu vois, rien que le fait que tout de suite elle déclenche cette discussion, pour moi, c'est un indicateur que c'est une très bonne idée. Ouais. Non, mais c'est vrai que, encore une fois, c'est pour ça que quand j'ai regardé un peu ce que tu faisais, ça m'a tout de suite parlé parce qu'il y avait ce côté, ouais, ensemble, on va plus loin, si on s'entraide, on Mm. s'inspire, cette idée d'émulation, je pense elle est vraiment réelle. Et de toute façon, en tant qu'être humain, on ne se développe que parce que d'autres êtres humains se sont occupés de nous. Enfin, le langage, on ne parle que parce que des gens nous parlent. Et d'ailleurs, malheureusement, des histoires d'enfants abandonnés. Je sais plus, il y avait eu cette histoire il y a des années d'une petite fille qui avait grandi au milieu de chiots et de chiens et à qui aucun humain n'avait parlé pendant peut-être les 3, 4 premières années de sa vie. Et en fait, ça a été, même si on l'a découverte après et qu'on a pris soin d'elle, ça a toujours été difficile après d'acquérir le langage et de se développer. Il y avait un truc qui s'était pas fait dans le cerveau, ce truc du Mm. t'as besoin des autres en fait. On est très mimétique en fait dans la construction qu'on a. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir de manière sociétale presque à quel point parfois certains défendent que c'est pas le cas, tu vois. Et que du coup, effectivement, c'est complètement dissonant avec ce truc du self-made man, que c'est pas du tout en fait. Ne serait-ce que parce que tu copies ce que font les autres, enfin d'un point de vue très fonctionnel, je dirais, ça, ça ne va pas dans le sens de cette thèse-là. Ah, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais, passionnant. Bien joué. Bien Trop joué. chouette d'en Et parler d'ailleurs, avec toi. j'ai vu ce que tu parlais de ta thèse qui était sur la Ouais. poésie, du coup, c'est ça? Ouais, du coup, j'avoue, je suis un peu monomaniaque, hein, donc j'ai fait une thèse en littérature anglaise sur la poésie et plus précisément sur l'insta-poésie. Donc en fait, j'ai étudié notamment une insta-poétesse australienne qui s'appelle Lang Live et qui a, je sais plus maintenant, elle est peut-être un peu en dessous de 500 000 abonnés et elle a publié maintenant peut-être une dizaine de recueils de poésie. Et donc, en fait, dans ma thèse, j'ai analysé, je comparais ses poèmes sur Instagram avec ses poèmes dans ses recueils. Et puis, j'ai étudié un peu, ce qu'elle mettait sur Instagram, en termes de communication, en termes de présentation des poèmes, en termes d'infos supplémentaires. On en parlait un peu tout à l'heure. C'est pas pareil de lire un poème tout seul sur Insta ou de le lire au sein d'un ensemble, d'un recueil, d'un chapitre. Et effectivement, des fois sur Insta, dans la légende, elle mettait des infos en plus sur le contexte dans lequel elle avait écrit le poème, ce que ça représentait pour elle, ce qu'elle voulait dire. Et donc ça jetait un éclairage parfois totalement nouveau sur le poème que t'avais pas quand tu le lisais que dans le recueil. Et en même temps, dans le recueil, du coup, t'étais peut-être plus libre d'avoir tes propres interprétations. Et enfin voilà, il y avait toutes ces questions-là que moi je trouvais passionnantes. Donc voilà, j'ai fait ma thèse là-dessus. Et c'est quoi, si tu devais donner, je sais pas, peut-être les deux, trois grandes leçons que tu en as apprises de cette thèse, Euh, tu dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais Je dirais que
Il y a vraiment une recherche d'équilibre, j'ai l'impression, parce qu'évidemment, je travaille sur cette Insta poétesse-là, mais je comparais avec plein d'autres. Et j'ai l'impression qu'un truc qui revenait beaucoup chez tous ces Insta poètes, Insta poétesses, c'était une espèce de recherche d'équilibre entre à la fois publier des recueils dans des maisons d'édition, ce canal un peu traditionnel, un peu qui te donne de la légitimité, un peu ce rêve qui est difficile auquel les gens ont du mal à renoncer, de l'objet livre, tu sais, le bel objet livre Mm. et en même temps, cette envie de faire un truc complètement moderne, très contemporain, très en phase avec l'époque, accepter de jouer le jeu de l'algorithme, de mettre plus souvent des poèmes engagés ou des poèmes sur l'amour ou des poèmes liés à des émotions, parce que ça marche un peu mieux sur l'algorithme, de jouer le jeu de mettre des hashtags, et j'ai l'impression qu'il y avait toujours cette recherche d'équilibre-là de, ouais, je veux quand même une vraie maison d'édition, je veux quand même un vrai recueil entre guillemets et en même temps vas-y je suis libre, c'est moi qui décide, j'expérimente ce plaisir de créativité avec des nouveaux outils de bah vas-y on va mettre un tout petit poème parce que ça marche mieux sur l'algorithme et on va voir si effectivement ça ce poème là marche mieux qu'un plus long Mm. poème que peut-être tu gardes pour ton recueil. J'ai l'impression que ça remet beaucoup. Qu'est-ce que j'en ai tiré d'autre comme leçon? Qu'il y a toujours, quasiment toujours une réflexion de la plupart des instapoètes, instapoétesses sur la présentation visuelle, même si justement elle est hyper simple. En l'occurrence, Langlive, cette instapoétesse-là, elle refait vraiment le format papier. Et donc, c'est vraiment juste un fond blanc et le poème, très simple. Et parfois, des photos du papier. Et donc, en fait, si tu zoomes un peu, tu vois un peu le grain du papier, la courbe. Et il y a un peu quand même cette expérience de rappeler le livre. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui font des trucs hyper denses, avec plein de dessins autour du poème, ou des dessins, tu sais, un peu en transparence sous les verres, Mm. des lumières, des trucs fluo, des trucs, des fois même en format vidéo. Enfin, vraiment ce côté très, qu'est-ce qu'on peut faire visuellement de sympa? Et en même temps, elle était un peu à l'autre opposé du spectre, en mode, qu'est-ce qu'on peut faire visuellement de sympa, mais qui rappelle le livre et qui soit très simple. Et j'ai l'impression que bah au milieu, il y avait plein de gens qui tentaient des trucs différents, qui étaient trop intéressants. Donc je Ça, pense qu'il y a c'est beaucoup de créativité encore à... Il va se passer des nouveaux trucs aussi. Je pense que ça m'a rassurée sur le fait que bah là, les gens font ça avec Instagram, c'est nouveau, c'est cool. Et en même temps, dans 10 ans, il y aura peut-être un truc complètement différent que personne n'avait vu venir et ça créera des nouvelles formes. Et ça sera trop cool aussi. Ça, c'est cool. Alors, j'imagine que toi, vu que tu as fait la thèse, je sais pas quel est ton sentiment. J'ai l'impression que ceux qui passent par des thèses ont toujours des sentiments mitigés, tu vois, en fait, je suis surtout très content que ça soit terminé parce que c'était un peu un enfer à faire. Mais tu vois, les conclusions que tu en tires, je les trouve assez passionnantes. Et je retrouve beaucoup ce côté, quelque part, la balance entre ce qui est marketing et ce qui est de l'art, tu vois. Et qui est jamais, t'aurais envie, enfin, en tout cas, moi, j'ai ce côté peut-être un petit peu utopique de dire, faudrait que ça soit que l'art qui parle, tu vois. Et en même temps, tu te rends bien compte que tu vis pas dans un monde où si tu fais pas du tout de marketing, il y a quelque part un moment où ça va coincer. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, et en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Et c'est intéressant que en observant ce travail qui est quand même très niche de l'insta-poésie, alors niche et puis en même temps tu parles de contes qui sont quand même très suivis, tu retrouves, tu vois, tu retombes sur ces conclusions-là, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment passionnant. Ouais, mais c'est trop Ouais. intéressant ce que tu dis ouais, sur cet équilibre qui est dur à trouver entre l'art et le marketing. Et j'ai beaucoup ressenti ça, enfin cette recherche d'équilibre-là aussi sur les comptes que j'observais et en lisant des recherches qui avaient déjà été faites, des articles universitaires sur ces sujets, où effectivement ils avaient déjà fait ressortir cette espèce de dichotomie de c'est de l'art avant tout, mais en même temps Instagram et le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, c'était aussi un peu le ticket gagnant de pour s'autofinancer. Enfin il y avait un peu ce côté t'es Insta poète, t'es un Mhm. peu auto-entrepreneur et quand t'as 500 000 abonnés, bah en fait on t'a aussi publié parce que c'est bien ce que t'écris, hein, bien sûr, mais aussi parce que t'as 500 000 abonnés et que c'est de potentiels lecteurs qui vont acheter le livre. Et c'est comme ça que ça a un peu remis la poésie aussi au goût du jour dans le monde de l'édition. C'est venu beaucoup d'Instagram. Et donc il y a un peu cette nécessité aussi de garder ce côté un peu marketing parce qu'il y a un peu ce truc de t'es Instapoète, t'es un peu le capitaine de ton bateau. Si t'arrives pas à
à continuer à poster des choses qui plaisent à ta communauté et à faire que aussi les lecteurs et les lectrices achètent le livre, bah ça va pas durer très très longtemps cette histoire. Donc il faut trouver et en même temps les gens ils aiment le côté art pur, mais en même Hmm. temps ouais comment tu marketes ça bien pour que tu gardes une qualité artistique et en même temps bah ouais des fois tu surfes sur un hashtag qui est un peu glamour en ce moment et tu tentes quoi. Enfin Hmm. c'est un vrai challenge que quasiment tous les instapoètes instapoétesses devaient se positionner par rapport à ça. Et auquel Ouais, d'ailleurs la ouais. plupart offrent des réponses différentes. Enfin, tout le monde prend pas les mêmes décisions, tente pas les mêmes trucs. C'est intéressant. Il y en a par exemple qui avaient un lien vers leur propre shop et qui auto-éditaient leurs bouquins ou qui vendaient des mugs avec des citations de leurs trucs, des t-shirts avec des citations. Il y en a d'autres qui faisaient pas ça du tout et qui étaient plutôt en mode juste acheter mes livres, publier en maison d'édition et c'est tout. Il y en a qui faisaient des collabs avec des marques. Enfin, c'est des trucs hyper différents. C'est marrant parce qu'on retrouve, tu vois, c'est toujours, on retrouve de la créativité aussi dans la manière d'adresser ces sujets-là. Et, et c'est assez, c'est vraiment passionnant. Ça, je sais pas pourquoi ça me fait, euh, à chaque fois cette question-là, elle me renvoie euh, au, au sujet de, enfin, la fin de Martin Eden. Je sais pas si tu l'as lu, mais J'ai lu que des extraits quand j'étais ouais, en prépa justement, mais j'ai pas lu ouais, la bah fin. c'est forcément, ouais. Mais bon Mais alors, dis-moi, c'est pas grave si je suis spoilé, hein, t'inquiète. tu vois, quelque part, tu vois, ce qui m'a toujours, moi, le choc que j'ai eu en lisant ce bouquin-là, c'est il écrit des textes pendant des années, il devient connu, et à ce moment-là, parce qu'il y en a un qui marche, et à ce moment-là, en fait, il écrit plus rien, et en fait, il fait que publier tout ce qu'il a déjà écrit avant. Et donc, il y a cette question, tu vois, il se pose intérieurement la question de dire, mais en fait, les gens n'aiment pas ce que j'écrive, ils aiment mon statut. Et je trouve que c'est un livre qui est terrible sur ça parce que attention spoiler, hop hop hop, les gens qui ont pas envie de spoiler Martin Eden qui a été écrit, bon quand même, bon voilà. Mais en fait, il se suicide à la fin, tu vois, parce qu'il n'arrive pas à mettre de la justesse sur ok, mais en fait les gens n'aiment pas ce que j'écris, ils aiment le statut que j'ai obtenu parce que j'ai quelque chose qui a été célèbre. Et ça, c'est un truc qui rejoint tous ces sujets-là et qui à la fin, la conclusion moi que j'en fais avec cette posture de coach parfois un peu méta, tu vois, peut-être un petit peu chiant, c'est quelque part chacun trouvera son alignement dans ça, et c'est peut-être le plus important, d'être ok avec ce que tu vas chercher dans l'écriture, tu vois, cette fameuse intention personnelle, et pour pas qu'il y ait de dissonance entre ce que tu fais et le résultat que t'en attends. Et c'est peut-être le plus important, et c'est peut-être aussi le chemin de toute une vie, tu vois. Et c'est ça qui est aussi, voilà, ça rejoint ce jeu infini auquel on joue, mais c'est ça qui est passionnant. Ouais, Ouais, c'est vrai que c'est trop ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. des questions. Mais je crois que je sais plus quel chanteur disait que en gros quand il y avait une chanson qui avait trop de succès, enfin trop, beaucoup de succès, bah il aimait plus cette chanson parce qu'il trouvait qu'elle Mais méritait pas d'avoir ce succès-là par rapport à d'autres qui pour lui étaient aussi bonnes mais qui avaient beaucoup moins marché. Et ouais. ouais, c'est vrai, il y en a beaucoup qui partagent ça, et derrière, tu vois, tu retrouves aussi forcément la fameuse mécanique du best-seller, tu vois, de ok, mais est-ce que tout ça est vraiment décorticable? Parce qu'effectivement, t'as plein. Alors c'est encore plus vrai dans la musique parce que d'un coup, tu libères une dizaine de titres, et donc tu vois en fait la réalité. Là, le marché ment pas. Il y en a un qui marche beaucoup plus, et toi, t'aurais peut-être pas parié sur celui-là. Et donc, t'as ce truc de dire, putain, mais qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, tu vois? Et ça, c'est pareil, cette mécanique-là, elle est, c'est pour ça, tu vois, moi, le, 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 la recherche du best-seller en tant que tel, c'est une promesse avec laquelle il faut faire attention parce que elle peut vraiment créer des dissonances qui sont très corrosives, je dirais, pour son intériorité. Ouais, Ouais, très intéressant. complètement. Puis en J'ai plus, c'est un fait, peu ça, enfin, c'est le côté magique qui reste qu'à la fin, même s'il y a des clés, des trucs où ça marche un peu ou quoi, t'arrives jamais à expliquer à 100% pourquoi ce livre-là, ça a été un phénomène mondial et pas tel autre. Et c'est un peu la magie du truc quand même, c'est qu'il y a quand même une part de mystère ouais, dans l'art et dans la exactement. réception artistique. Exactement. Et toi, c'est un beau parallèle d'ailleurs, parmi par exemple le premier recueil, est-ce que t'en as quelques-uns où tu les préfères vraiment parmi tous les autres, tu vois, Hmm. ou alors c'est comme choisir son enfant préféré quelque part. Ouais, c'est dur.
J'ai pas l'impression que j'en ai que je préfère. En fait, ça dépend des contextes. Ok. Parce que, par exemple, si je me dis, tiens, je vais en remettre un sur Instagram, je vais naturellement aller vers des poèmes un peu plus courts. Et je me dirais, bah oui, c'est mieux pour le contexte de j'ai besoin de lire que trois quatre lignes sur Instagram. Mais si je dois lire sur une scène un poème, bah, je vais plutôt chercher un plus long. Et du coup, pour tel événement, je me dirais c'est celui-là le meilleur. Mais c'est pas le Hmm. meilleur en soi, c'est le meilleur à ce moment-là pour Instagram, ou c'est le meilleur ce soir-là pour lire sur scène avec tel public, ou c'est... Donc j'ai l'impression que ça dépend. Et après, j'avoue que ouais, j'ai l'impression que ça change aussi en fonction de Ouais. peut-être des années ou des mois ou il y a des fois certains poèmes que j'oublie un peu parce que c'est ceux dont on me parle le moins et parce que non c'est assez différent quand même les gens qui me font des retours me parlent de poèmes assez différents mais il y en a quand même je sais pas une petite dizaine dont on me parle jamais et euh, et je les aime pas moins enfin j'y pense des fois je me dis ah est-ce qu'il y a un truc est-ce qu'ils sont vraiment moins bons est-ce que c'est le thème est-ce que c'est est-ce que c'est juste le fait qu'en fait sur ce thème-là, j'avais aussi un autre poème et il se trouve que l'autre, ouais, prend beaucoup mieux et du coup les gens me parlent toujours de celui-là et pas de l'autre. Est-ce que je me perds dans ce que je dis, je sais même plus ce que je voulais dire, je suis désolée, mais Ah non, t'inquiète, c'est et j'aime beaucoup. C'est effectivement c'est très contextuel en fait l'amour ouais. encore plus l'amour d'un poème que celui d'un texte. Et je comprends tout à fait que ça soit quasiment impossible en fait de dire celui-là je le préfère à un autre. Puis Euh, des fois tu te souviens du processus d'écriture et t'aimes le processus ou le souvenir que ouais. t'as plutôt que le poème. En fait, je suis incapable de dire si le poème il est meilleur, mais je sais qu'il m'a pris tellement de temps et que je partais de tellement loin et que c'était tellement nul au début pour arriver au stade où je me suis dit ah c'est bon là ça marche un peu quand même. Bah peut-être que du coup je vais l'adorer parce que je me souviens ouais du Hmm. chemin. Alors que bon bah en fait en soi il est peut-être pas meilleur qu'un autre que j'ai écrit plus rapidement, mais qui m'a créé moins de souvenirs. Je sais pas, c'est dur de différencier. Ouais, c'est dur. Et t'as eu des retours qui t'ont surpris dans le sens où par exemple quelqu'un il comprenait quelque chose que t'avais pas forcément eu la sensation de mettre ou ouais ça peut être tellement variable. Ouais. J'essaye de j'ai pas eu l'impression d'avoir des retours très surprenants où vraiment Hmm. je me serais dit ah tiens la vache j'avais pas vu ça j'avais pas compris ça. Par contre il y a des retours qui m'ont énormément touchée où j'avais pas imaginé que mes poèmes seraient lus dans ce genre de contexte. C'était genre par exemple une dame qui m'a écrit sur Instagram pour me dire que je sais même plus si c'était elle ou son copain qui apprenait le français. Je crois que c'était elle. Non, c'était lui. Non, je crois elle lisait du français, mais elle avait un copain qui était pas francophone et il avait vu le livre en librairie. Il l'a acheté uniquement pour la couverture et parce que c'était de la poésie. Il s'est dit bon, elle Hmm. va bien aimer. Et en fait, elle a adoré. Et du coup, elle lui lisait des poèmes pour lui apprendre le français avec ce côté. Bah, en fait, il y a ce jeu sur les sons avec les rimes, donc ça. Et en même temps, c'est plus court. Et en même temps, des fois, il y a des métaphores et tout, donc tu peux expliquer certains mots. Et en fait, j'avais pas du tout imaginé. Pour moi, c'est plus dur la poésie. Et du coup, j'avais pas imaginé qu'au contraire, ça pouvait être plus facile parfois parce que justement, il y a des sonorités qui reviennent et ça permet pour apprendre mieux la prononciation des mots, par exemple. Il y a des images qui reviennent et donc finalement, ça aide mieux pour se souvenir de certains trucs, pour réapprendre, pour apprendre des mots, du vocabulaire. Et je me suis dit, ah, mais moi qui en plus suis passionnée par les langues, qui ai fait de l'anglais et tout, je veux dire, quand même, que quelqu'un qui est pas francophone essaye d'apprendre le français en lisant ses poèmes, ou que quelqu'un d'autre l'utilise, je trouvais ça trop bien. Ça, c'est marrant, tu sais, c'est ton métier de prof que tu as pu faire qui coulisse inconsciemment dans tes textes. C'est trop cool. C'est trop cool. Et tu parlais de l'amour des langues que tu avais. Est-ce que tu as déjà essayé d'écrire dans d'autres langues? Ou alors, attends, en fait, ça me fait penser à plusieurs questions. Comme j'imagine, qu'est-ce qu'il y a comme différence, par exemple, tu vois, tu prends un poème anglais, le lire en anglais ou le lire en français, à quel point ça change? Je sais pas si c'est très clair, mais en fait, je suis assez fasciné par la mécanique. Les langues roulent différemment, tu vois. Aussi, j'ai cette sensation-là. Mais
Euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression que l'anglais est un peu plus libre, mais j'arrive pas à savoir si je pense ça parce que la langue anglaise est un peu plus souple en soi, ou si c'est juste que comme c'est pas ma langue, je vois moins quand c'est une demi-rime, ça sonne un peu pareil mais pas complètement pareil, Hmm. ou c'est parce que je maîtrise un peu moins leurs règles et tout, et que je tords un peu la phrase, en fait, grammaticalement, c'est pas exactement ça qu'il faudrait dire, mais moi ça me paraît bien, et je comprends, mais c'est parce que c'est pas ma langue, et peut-être que si je l'écrivais si je faisais la même chose en français, je buggerais en me disant, bah non, mais ça marche pas, il y a une faute dans cette phrase et tout. Donc Hmm. j'arrive pas trop à savoir à quel point il y a cette souplesse innée qui en plus est plus possible, qui est davantage possible en poésie parce que bah tu peux tordre un peu les phrases ou si c'est juste que c'est moi qui arrive dans la langue anglaise avec un regard extérieur. Mais après il y a des très grands auteurs et autrices qui ont écrit en anglais alors que c'était pas leur langue maternelle. Nabokov, c'était pas sa langue. Enfin, après c'était une langue avec laquelle il a grandi quand même, mais c'était pas Hmm. sa langue maternelle et plein d'autres. Et je me perds dans ce que je dis. Donc oui, j'ai écrit déjà des poèmes en anglais, pas beaucoup, mais quelques-uns. J'aime bien, c'est différent. J'ai l'impression que ça ouvre une machine différente dans ma tête. De temps en temps, j'ai écrit des poèmes très très perso en anglais. Et j'avais l'impression que je pouvais dire des choses plus intimes parce que je le disais Hmm. en anglais. Des fois, j'ai écrit des poèmes en anglais et je me suis dit non, mais en fait, ça serait trop bien en français. Je l'ai traduit et en fait, j'ai juste réécrit le poème parce que ça me paraissait intraduisible. Surtout moi qui aime un peu les rimes et tout. Donc même en anglais, j'aime bien quand il y a quelques rimes. En fait, c'est impossible. Enfin, je trouve ça très très dur de garder les rimes, la rythmique et tout. Donc, je pouvais écrire un poème où il y avait des vers assez longs en anglais et ça devenait un truc où il y avait des vers très courts en français. Et donc, en fait, t'as même pas gardé tu vois, si un traducteur faisait ça, je serais trop choquée en mode non, mais j'avais fait des vers longs, vous devez garder les vers longs au moins. Et en fait, quand c'est moi qui l'ai fait, j'étais dans une espèce de truc où c'était pas de la traduction, c'était de la translation le thème Hmm. reste, mais en fait, je réécrivais le truc. Et, euh, et du coup, je me suis encore perdue, mais voilà. Donc, j'aime bien écrire en Hmm. anglais. J'en écris pas énormément en anglais non plus. Je pense qu'ils sont pas forcément très bons parce que c'est quand même pas ma langue. Mais c'est intéressant linguistiquement, je trouve. Et il se trouve que j'en avais aussi beaucoup écrit en anglais à un moment où je préparais la grecque d'anglais. Et donc, j'avais très peu le temps d'écrire. Et en fait, je me suis mise à griffonner des poèmes dans les marges pendant certains cours. Hmm. Et en fait, comme le cours était en anglais et qu'on étudiait un texte anglais et que j'entendais dans le fond le prof qui parlait en anglais, bah c'est venu en anglais et j'ai écrit des poèmes en anglais de manière très contextuelle encore une fois finalement. Et une fois que ça a Hmm. été débloqué chez moi, bah du coup j'ai continué parfois à écrire en anglais, mais sinon plutôt majoritairement en français j'avoue. Mais les deux c'est intéressant de voir ce que tu peux faire dans une langue et pas dans une autre, de comment ça vient, c'est très intéressant. Tu verrais glisser un poème anglais dans un recueil français si ça servait peut-être le message ou je sais pas. Peut-être. Ouais, je pense que je mettrais quand même une petite traduction à côté. Même si c'est pas une Ouais. traduction belle où je me dis, c'est pas un poème, une version poème, c'est vraiment une traduction mot à mot. Je pense que je mettrais quand même la traduction parce que, bah, purement, moi qui adore les langues, j'aime pas quand dans des livres, il y a des mots, enfin, des mots encore, tu comprends souvent, mais des phrases entières dans une autre langue et que t'as pas la traduction en note de bas de page. Notamment, par exemple, Hmm. en latin, je trouve ça extrêmement snob, le truc où il te met deux phrases entières en latin, et puis ça continue, et toi t'es là, bah... Et en plus, j'ai fait du latin, Merci. hein, mais j'étais nulle, et j'étais là, bah ouais, mais j'ai pas compris. Donc, je vois pas pourquoi je partirais du principe que parce que c'est de l'anglais, les gens, ils vont comprendre. Bah non, en fait, il y a des gens, peut-être ils ont appris une autre langue, peut-être l'anglais, c'était moins... peut-être ils ont jamais aimé l'anglais, ils sont trop forts en espagnol, ils sont trop forts en russe, en chinois, en arabe, je sais pas. Donc je vois pas pourquoi je partirais du principe que donc je pense que je mettrais quand même une petite traduction dans tous les cas. Hmm. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et après c'est mon Euh, sujet, c'était mes sujets de mémoire, ça mon deuxième mon mémoire de master 2. J'avais travaillé sur la langue et les langues dans les deux premiers romans de Chimamanda Ngozi Adichie qui sont donc écrits ok. en anglais, mais il y a pas mal de mots en Igbo à l'intérieur, qui est sa langue maternelle, et en Yoruba et en Xhosa, qui sont des langues majeures du Nigeria. Et donc en plus, Ok. c'était les deux premiers romans étaient placés dans un contexte où ça se passait au Nigeria, alors que le troisième, c'était un peu entre le Nigeria et les États-Unis.
Et donc j'étudiais vraiment concrètement déjà le rapport des personnages aux langues, suivant les langues qui parlent ou qu'elles parlent ou pas, ou avec des accents ou pas. Qu'est-ce que ça change dans la dynamique entre les gens? Et après dans le roman en soi, qu'est-ce que ça change que de temps en temps il y a un mot en Igbo? Est-ce qu'elle l'explique? Est-ce qu'elle l'explique pas? Est-ce qu'elle le traduit? Est-ce que quand un mot revient 200 pages plus loin, des fois la deuxième fois elle le traduit pas? Et donc le lecteur doit avoir appris et se souvenir au fur et à mesure du vocabulaire. Enfin, c'était hyper Mm. intéressant créativement. Comment tu fais pour mélanger un peu et avoir cette richesse-là? J'ai trouvé ça trop trop passionnant. Putain, c'est encore un niveau de créativité où tu peux explorer un peu toutes les langues parce qu'en plus elles ont des sonorités différentes. C'est ça qui est c'est ça, tu vois, c'est vrai que je me suis jamais penché sur l'exercice, mais ne serait-ce que quand t'entends quelqu'un parler en italien, en espagnol, en arabe, en allemand, il y a rien qui sonne pareil. Et presque les langues portent aussi d'un peu d'inconscient collectif, tu vois, l'italien a ce côté très charmeur, l'allemand peut-être ce côté un peu plus rude, et t'as presque envie, tu vois, tu vas tout de suite créativement, tu te dis, putain, un truc où justement le ton de la voix serait plutôt incarné par la langue utilisée que par les mots. Enfin bref, c'est assez fascinant. C'est assez fascinant. Ouais. Bon, je parle que anglais. J'en ai un peu perdu mon allemand et en théorie j'ai un niveau B2 en suédois, mais bon voilà, fictif. Trop bien. Mais Et t'as vécu en Suède un peu ou t'as appris comme ouais, ça j'ai tout fait un. seul? Non, 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 j'ai fait. Non, j'étais en double diplôme d'ingé à Stockholm et on avait Oh, une waouh. obligation de passer un niveau. Je sais même plus si c'est B1 ou B2, mais en fait, tu sais, on avait des cours un peu toute l'année, mais bon, quand tu pratiques 1 heure par semaine, voilà, t'apprends pas grand-chose. Et donc, en fait, pour nous faire passer le niveau à la fin, tu sais, t'avais genre 2 semaines intensifs. T'avais suédois matin soir, enfin matin après-midi. Et donc là, effectivement, tu développes assez naturellement. À la fin, t'arrives à tenir vite fait une conversation et tu prends l'avion, t'arrives en France et là, au bout de 2 semaines, il y a plus personne, tu vois. Mais T'oublies, c'est ouais. pour C'est ça, très ingrat les c'est langues, c'est que c'est marrant. tu pratiques pas, Ouais. ça s'en va. Ça s'en va, ouais. Ouais, Mais c'est hyper trop bien. stylé. Je pense que c'est comme le vélo, ça revient quand même. Genre si à un moment tu te dis je vais reprendre le Ouais. suédois, je pense que ça débloque des trucs dans ta mémoire. Ça doit être fascinant. Enfin, j'ai fait beaucoup d'espagnol pendant mes études. Je l'ai un peu perdu puisque là je pratique pas. Et à chaque fois je me dis mais un jour je vais reprendre. Et de temps en temps je reprends un bouquin en espagnol, je feuillette et il y a des mots je vois et je sais que je devrais savoir et j'ai oublié. Et il y en a, ça revient vaguement. Mais des fois c'est des sensations. Je peux même pas traduire le mot, mais je suis là en mode Hmm. si ce mot-là, genre il est violent. Il y a un truc de violent dans ce mot. Et c'est trop marrant de se souvenir un peu par émotion et ça finit par revenir. Donc je pense que ouais, c'est comme le vélo, si tu reprends un jour, ça finit par... si tu redébloques des trucs. Ouais, c'est clair. Et tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ça te replace dans les contextes dans lesquels tu as pu être confronté à ces mots-là. Et ça, c'est vrai d'ailleurs pour les mots, pour les langues, pour tous les objets, tu vois, que tu peux avoir qui traînent autour de toi. Ils sont tous toujours très porteurs des histoires personnelles que tu as. Et c'est assez fascinant. Et c'est un très bon moteur créatif, hein, quand on a l'impression d'être bloqué. Ce que je disais, je sais plus, il y a pas très longtemps à quelqu'un là, tu prends n'importe quel objet autour de toi et puis retrace la vie de cet objet, tu vois, vis-à-vis de toi. Tu verras tout de suite, ça part dans Mhm. tous les sens. C'est incroyable. C'est Ah, c'est incroyable. trop intéressant ça comme exercice, Ouais. ouais. Carrément. Ouais, j'aimais C'est vrai bien, tu que vois. étudier... Ah, vas-y. Vas-y, pardon. Ouais. J'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, que je trouvais ça trop intéressant aussi d'étudier d'autres langues et de parler à des gens pour qui le français n'est pas leur langue maternelle parce que tu regardes ta langue différemment. Et j'avais Mm. un prof d'anglais qui nous avait dit, qui était natif et qui nous avait dit, ouais, bah moi le jour où en français j'ai compris maintenant, je me suis dit mais c'est extraordinaire parce qu'en fait maintenant, now, c'est maintenant. Ta main tient le moment présent là maintenant. Et j'étais là genre waouh. Et c'est trop Je, bien de... je viens d'avoir un choc mental là. Je m'y attendais pas, mais c'est Ouais, effectivement, c'est vrai. moi aussi, t'as la tête qui explose, quoi. Ouais, c'est clair. Putain, c'est fou. C'est fou. Ah, putain, ouais, alors celui-là, je l'avais pas, tu vois. C'est fou quand même, hein. Parfois, tu te dis, la construction des langues, c'est vraiment fascinant. À chaque fois, ça me renvoie à Tolkien. Je comprends pourquoi il était autant passionné par les langues et qu'il a Ouais, fait tout ce qu'il a fait après, complètement. tu vois. Mais c'est dingue. Euh, Fascinant. pour reboucler, souvent à la fin, je pose la question aux invités s'ils ont quelque chose d'assez, je dirais, loufoque à raconter
là en l'occurrence ton recueil de poésie, soit dans la création, soit dans les textes, soit dans une anecdote, un truc. Après, tu m'en as déjà donné pas mal, c'est vrai. Je suis un peu, j'en redemande une. Je suis Non, un peu mais gourmand. alors, je sais pas si c'est loufoque, mais bah, du coup, je vais revenir sur parce qu'on en a vite parlé, mais pas en détail. Est-ce que je peux trouver le poème? En fait, c'était le fait qu'il y avait donc certains poèmes qui étaient en couleur sur Mm, Insta, et en fait, on pouvait pas imprimer le livre en couleur parce que ça coûte vraiment trop cher. Et genre, il aurait fallu que ce soit un beau livre, tu vois, vendu genre à 30 balles. Et c'est pas possible. Enfin, c'était pas du tout mon but ni le but de la maison d'édition. C'était quand même de faire un livre qui soit abordable, qui reste en dessous des 20 euros. En général, tu dis ouais, un bouquin c'est 20 euros. Et du coup, il a fallu réfléchir sur certains calligrammes. Et du coup, là, ouais, en fait, il y a ce calligramme de la rose. Je sais pas si on voit pas hyper bien en plus avec les couleurs, mais enfin, il y a pas de couleur non Ah justement si, oui, c'est bon. Je avec la vois, ouais. lumière. Ah oui, c'est bon. Et La netteté, c'est fait. en gros, dans la version originale, donc il y avait le dôme de verre autour, qui était un peu Ok. bleu pâle, les pétales de la rose qui étaient un peu roses, la tige qui était verte, et j'avais mis les épines rouges, comme si quelqu'un s'y était piqué et qu'il y avait un peu de sang. Sauf que les pétales n'étaient pas du tout comme ça au début. Les pétales étaient Ok. vraiment juste à plat. En fait, tu lisais les vers comme Ah des oui. lignes. Ah Et oui. c'est au moment où on s'est dit bon bah ok, on va perdre la couleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même garder un côté un peu joli. Donc déjà, on a pu travailler un peu sur les noirs et blancs. Le dôme, il est Mm. beaucoup plus clair parce que c'est le dôme de verre. Et ensuite, on a joué sur les pétales, quitte à pas avoir de couleur, déjà à les mettre en rond. Et pour qu'on puisse garder le sens de lecture, en fait, on a joué sur le dégradé. Et donc, ça va du plus foncé au plus pâle vers l'intérieur. Ah Et du ouais. coup, tu suis le dégradé en lisant d'abord le vert le plus foncé. Et puis après, ça suit là, il est un tout petit peu plus clair. Et puis, ça suit sur le côté un peu plus clair, etc. Et tu fais un espèce de tourbillon jusqu'au centre. Ah, Et du coup, ça incroyable. permettait à la fois de garder un côté joli, parce que ces pétales-là sont beaucoup plus jolis que ce que j'avais fait avant. Et c'est l'illustratrice et la graphiste, Lucie Lescalier, qui a fait la couverture d'ailleurs, qui a eu cette idée de format de pétales. Et du coup, c'est vraiment, encore une fois, c'est un travail commun, en fait, puisque, bah ouais, c'est moi qui ai écrit le calligramme, mais en fait, à la fin, pour qu'il ait qu'il soit dans cette version-là, bah, il y a mon éditrice et l'illustratrice qui ont bossé, qui ont donné des idées, et qui fait qu'à la fin, bah, il y a ce format-là. Donc C'est voilà, c'était à la exceptionnel. fin une manière de compenser la perte de couleur en faisant un truc plus joli, et en même temps de garder un sens de lecture qui soit clair, et donc c'est justement ce côté, on parlait de l'équilibre entre faut que ça soit clair et en même temps ça peut Mm. être décortiqué. Pour moi, c'était évident qu'il fallait que ça soit facile à lire, que tu sois pas en train de lire le poème pendant 10 minutes pour te dire en fait c'est quoi l'ordre, je Ouais, lis dans quel quel morceau en sens? premier. C'était Donc voilà, je sais incroyable. pas si c'est loufoque, mais je trouvais c'est Ah bah si, intéressant. ça tombe pile dans ce que j'aime bien pour clôturer. C'est fou. Euh, En plus, c'est assez naturel, tu vois, tu vois, ça va de gauche à droite, foncé, clair. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est la créativité poussée à son maximum et tu peux vraiment jouer tout, enfin, n'importe comment. C'est trop bien. C'est trop bien. Ouais. Euh, Merci beaucoup, Florian, d'être venu parler de poésie et de ton recueil Tant qu'il restera des corps à étreindre, du coup, dont on mettra le lien un peu partout là dans les descriptions. Trop chouette. Bah, Merci merci à toi beaucoup, de m'avoir c'était invité. avec grand plaisir et tu m'as donné une nourriture créative exceptionnelle. Ça me picote presque les doigts, tu vois. Ça donne Tellement envie de j'ai- réécrire de la poésie. Mais je trouve que ça, c'est génial en poésie en particulier, qui est un genre où les gens sont un peu plus frileux. Dès que t'en parles un peu, bah les gens, ça débloque des trucs qui sont là genre, ah, en fait, faut peut-être en En fait, relire, en réécrire. peut-être. C'est trop bien. Ouais. Merci Et beaucoup. puis il y a ce côté, tu vois, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais enfin si un petit peu, mais c'est presque un peu moins engageant la poésie parce que tu peux te permettre justement de lire, comme tu disais, seulement un poème ou seulement un chapitre, Ouais, et c'est trop complètement. bien. Donc voilà, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à vous pencher sur la poésie d'auteurs bien vivants parce qu'il en existe. Il y en Et a de voilà, plus en merci. plus, Ouais, donc c'est trop bien. trop Bah, cool. Merci Florian. Juliette je crois qu'elle, je sais Bah plus si elle t'en avait parlé, mais elle va publier son premier recueil de poésie là le mois ouais. prochain, je crois. On en avait parlé un petit peu, mais effectivement à l'époque ça avait pas été encore, je crois, pleinement annoncé. Mais ouais, c'est trop cool. Big up à Juliette d'ailleurs qui nous a fait nous rencontrer.
Ouais, merci beaucoup Juliette. En plus, c'est adorable à chaque fois qu'elle me fait mousser comme ça, elle peut dire, mais est-ce que vous connaissez Floriane? Elle est adorable, absolument, et très talentueuse. C'est exactement ce qu'elle a fait. J'ai été écouter après son épisode du coup, si j'avais vu passer des extraits, j'avais pas encore pris le temps de l'écouter. Puis du coup, quand tu m'as contacté, je me suis dit, ah, bon, bah, que je vais l'écouter. Et c'était trop mignon. Et j'ai appris plein de trucs aussi parce qu'on parle un peu entre nous de nos processus et tout. Ça aide beaucoup, de discuter, de quand t'as les mains dans la boue, quoi, dans la pâte à modeler. Et en même temps, j'ai appris d'autres trucs, que je savais pas sur son bouquin, notamment Un balcon à Naples. Donc Ouais, c'était très intéressant. ouais. C'est toujours ça, tu vois, l'inspiration par les auteurs et par leur processus aussi. C'est Ouais. passionnant. Donc merci d'avoir joué le jeu sur ce partage. Merci à toi. Merci d'être là, épisode après épisode. Si ce podcast t'inspire, t'aide ou te met du baume au cœur, t'abonner, mettre 5 étoiles et le partager, c'est le meilleur moyen de m'aider à toucher le plus de gens qui ont un livre en eux. Parce qu'après tout, plus il y a de livres écrits, et mieux le monde se porte. À très vite. Ose écrire.